que je vais faire, je vais d'abord expliquer les principes de la toponymie. Qu'est-ce que la toponymie? Comment elle s'articule par rapport à d'autres sciences linguistiques, quelques notions sur le breton. Je ne sais pas si tout le monde parle breton ici ou connaît le breton. Les noms de lieux, qu'on appelle des toponymes, du pays d'Auray, sont majoritairement en breton. Enfin, c'est pas une grande nouvelle, mais bon, il faut le savoir, il faut vraiment bien s'en rendre compte. Comme ailleurs en Bretagne, et ils sont souvent très très anciens. Et c'est ça qui fait la difficulté de leur explication, c'est parce qu'ils sont très anciens. Alors, ils font partie de notre quotidien, sonore et visuel. Sonore parce qu'on les entend, parce qu'on les emploie dans la vie de tous les jours, et visuel parce qu'on les voit écrits sur les panneaux également. Et ils font également partie du patrimoine, le patrimoine culturel du pays d'Auray et de la Bretagne en général. Alors, ils ne sont pas nés de rien, ils portent un sens. Alors, ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est essayer de retrouver le sens qu'il y a derrière ces toponymes. Donc, même s'ils ne sont pas toujours compris, ils portent un sens. Alors, ils nomment un endroit, ils structurent notre espace, en nous permettant de nous y situer, et aussi de nous situer dans le temps, parce qu'ils ont une histoire, ces toponymes. Donc, alors, je vais présenter donc, les principes de la toponymie, des exemples d'évolution des noms, et puis la signification de certains d'entre eux. Alors, de certains d'entre eux seulement parce qu'en fait, certains toponymes n'ont pas d'explication jusqu'à maintenant. On ne connaît pas en fait la signification de tous les toponymes. Ça suppose des recherches, mais pour ça, il n'est pas du tout évident d'avoir des certitudes selon les toponymes. Alors j'avais prévu 5 parties. Donc la toponymie, une petite définition. Ensuite, le breton, c'est une langue celtique, donc avec quelques exemples. En 3, où est-ce qu'on trouve des noms de lieux en breton? Alors, sans les cartes, je vais passer très vite sur ça. Où est-ce qu'on trouve des noms de lieux en breton? On n'en trouve pas partout en Bretagne, c'est dans certaines parties seulement. En 4, comment se caractérise le pays d'Auray, d'un point de vue historique, linguistique, culturel. Et ensuite, des exemples de communes. Donc, ça fera à peu près... plus d'une vingtaine d'exemples de noms de communes du pays d'Auray. Voilà. Alors, donc la toponymie. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est une branche de l'onomastique. Alors, l'onomastique, c'est quoi? C'est l'étude des noms propres. Voilà ce que c'est. Alors, dans cette onomastique, c'est une science linguistique. On a 2 branches principales. Donc, la toponymie sont les noms de lieux, l'étude des noms de lieux, et l'anthroponymie, l'étude des noms de personnes. Et donc ces 2 types de noms sont des noms propres. Alors sachant qu'il existe aussi, tout à l'heure Daniel l'a dit aussi, ce qu'on appelle la microtoponymie. Alors la microtoponymie, ce sont les noms de parcelles, les noms de champs. Il y a également des noms qui sont un peu moins connus, l'odonymie. Alors ce sont les noms de chemins. Les chemins portent des noms aussi. Il y a de la coronymie. La coronymie, ce sont des noms de régions. Et si on va dans le domaine de l'anthroponymie, des noms de personnes, il y a également ce qu'on appelle des ethnonymes, c'est-à-dire des noms de peuples. Donc tout ça, ça fait partie de l'onomastique. Et ce soir, il sera principalement question de toponymie, nom de lieu. Alors la toponymie, donc pas la microtoponymie, il y aura quelques exemples de microtoponymes, mais principalement les noms de communes, paroisses et bourgs. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est... essayer de déceler le sens qui se cache derrière ces noms propres. Alors, la première chose à dire quand même, c'est qu'un nom propre, il n'a pas pour fonction d'être compris. C'est pas ça l'objectif d'un nom propre. Un nom propre, ça sert à différencier. Donc en toponymie, différencier un lieu d'un autre, ou en anthroponymie, différencier une personne d'une autre. Lorsqu'on emploie un prénom, on ne cherche pas à savoir ce que veut dire le prénom. On cherche simplement à savoir qui est la personne par rapport à une autre. Et pour les noms de lieux, c'est pareil. Mais quand on fait l'onomastique, on veut aller justement au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on veut chercher ce qui se cache derrière tous ces noms propres. Donc on va aller au-delà de la désignation de tout cela. Il y a peut-être un espoir, non? Alors, pour décrypter tous ces noms de lieux, tous ces noms de personnes, en fait, il faut se poser de nombreuses questions, il faut faire des recherches. Déjà, la première question à se poser, en quelle langue est le toponyme en question? En l'occurrence, il s'agira du breton. Il faut retrouver de quand datent ces noms, parce qu'ils ont évolué au cours du temps. Et il faut trouver comment ils ont évolué au cours du temps, comment est-ce qu'on les prononce actuellement. Ça, c'est une des questions posées par l'onomastique aussi.
Donc beaucoup de questions, et si on veut se rapprocher le plus possible de l'explication d'un toponyme, en fait, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de la date de création du toponyme, c'est-à-dire retrouver les traces écrites les plus anciennes possibles. Hein, si on ne trouve pas de traces écrites, on n'aura jamais de certitude sur l'explication. Parce que les noms ont évolué au cours du temps, ils ont pu être déformés, ils ont pu également changer, tout simplement changer, c'est-à-dire remplacés par d'autres. Voilà. Donc ça, donc alors je voudrais juste citer donc une phrase tirée d'une étude qui a été faite par Pierre Olucou et Jean-Yves Plourin. Ils ont étudié tous les toponymes et les anthroponymes, les deux, de chaque côté de l'Élé, donc côté pays bavantais, puis côté Cornouailles, donc limite Morbihan, Finistère. Et ils disent ceci: l'onomastique est une science humaine, fille de l'histoire, de la géographie et de la linguistique. Il faut tenir compte de tout cela pour pouvoir prétendre faire de l'onomastique. Voilà. Donc là, c'était l'introduction concernant donc une définition de la toponymie, comment dirais-je, dans le cadre de l'onomastique. Alors, sinon, le breton. Alors, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est ici, ce que c'est le breton. Je vais quand même le définir par rapport à d'autres langues. Donc, c'est une langue celtique. Ça fait partie d'une famille, la famille des langues celtiques. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une langue romane, comme le français. Alors, donc, sur la diapo, j'avais cité différentes langues. Ce n'est pas comme le français, ou le gallo, ou l'occitan, l'italien, l'espagnol. Donc, ce n'est pas une langue romane. Ce n'est pas une langue germanique non plus, comme l'anglais, l'allemand, le flamand, l'alsacien, si on prend des langues qui sont parlées donc, en France. C'est une langue celtique. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est celtique? Parce que on regroupe en fait les langues au sein d'une même famille en fonction de leur ressemblance d'un point de vue de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Voilà les critères qui sont utilisés pour grouper les langues en famille. Alors, donc là il y avait une carte. Bon, allez, je vais la tourner quand même, mais je sais pas, de toute façon, vous ne verrez pas grand-chose, c'est un peu loin. Donc les langues celtiques. Alors il y en a 6 à l'heure actuelle. Alors, vite fait, il y a, dans les langues celtiques, il y a 2 groupes. Il y a ce qu'on appelle les langues brittoniques et les langues gaéliques. Alors, les langues gaéliques, c'est l'irlandais, l'écossais et le manoir. Voilà, donc qui sont plutôt parlés au nord des îles britanniques. Alors, je sais que c'est un peu loin, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu quand même. On est plutôt dans le nord des pays celtiques. Les 3 langues brittoniques, donc qui sont le gallois, le cornique ici, c'est la pointe sud-ouest en Grande-Bretagne, et puis le breton. Voilà, donc les 3 langues dites brittoniques. Alors, ces 3 langues brittoniques se ressemblent entre elles, et les 3 autres langues gaéliques se ressemblent entre elles. Bon, toutes ces langues celtiques ont des points communs, mais on arrive quand même à les distinguer selon certains critères. Donc beaucoup de points communs, mais de grandes différences, on va dire. Alors là, bon... des exemples de comparaison de vocabulaire. Vraiment désolé, mais... Alors, pour bien montrer la ressemblance au sein des langues brittoniques. Alors, donc j'avais mis quelques exemples. Alors, j'avais mis des exemples qu'on retrouve en toponymie aussi, justement. Alors, j'ai commencé quand même par noir et blanc. Donc, du. Ça se dit de la même façon dans les 3 langues qui se ressemblent brittoniques, c'est-à-dire dans le gallois, dans le cornique et le breton. Blanc, c'est Gwen. Voilà, ça c'est facile aussi. Alors, etc. Je donne quelques exemples, des exemples qu'on trouve en toponymie. Alors, le mot carrec. Carrec, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est carrec, donc c'est un rocher, un rocher. Donc on le retrouve tel quel dans toutes les langues celtiques, c'est-à-dire y compris en irlandais. C'est le même mot, carrec, ça se prononce de la même façon. Voilà. Alors, normalement, les couleurs des colonnes correspondent aux couleurs sur la carte. Donc, il y a aussi le mot roch, c'est le rocher également, qui apparemment n'existe pas dans les autres langues celtiques, mais bon, il faudra peut-être le chercher. Alors, l'eau, ça se dit de la même façon, donc dour, c'est du gallois. Dour, c'est du cornique, et puis en breton, dour ou bien deux, c'est exactement le même mot.
Donc d'où alors des exemples en toponymie. Donc on le prononce Dour ou Deur ici. Alors pas très loin d'ici, vous connaissez le Gouyanzeur, hein, un ruisseau. Donc on retrouve le mot Deur à l'intérieur. Hein. Donc Deur avec bon, le phénomène de liaison, hein, Gouyan-Deur ou bien Gouyanzeur. Alors, autre mot très connu, c'est le mot Aven. Alors, comme dans Pont-Aven. Alors, Aven, c'est un ancien mot breton qui n'est plus utilisé dans ce sens-là actuellement. C'est un ancien mot qui désigne une rivière. Donc, Aven. Alors, c'est le même mot en irlandais. Hein, Avein, on le prononce à peu près de cette façon. Avon en gallois, Avon aussi en cornique. Et puis ici, on peut trouver écrit un Avon, bien Aven. Alors, Aven, c'est comme dans Pont-Aven, par exemple. Ou Avon, c'est par exemple l'Aune, hein, le nom breton de l'Aune. Enfin, une des explications avancées pour expliquer le nom de l'Aune dans le Finistère, c'est Aoun aussi, mais un peu contracté, hein, Aoun. Voilà. Et sinon, vous avez baie, la baie des Trépassés, qui se trouve donc près de la pointe du Raz. Donc en fait, en breton, on l'appelle actuellement baie Nanaon. Donc traduit en français baie des Trépassés, un naon désignant les âmes des morts. En fait, cette appellation résulte d'un jeu de mots. À l'origine, ce n'était pas un anaon, c'était un aon, c'est-à-dire un avon, c'est-à-dire la rivière. En fait, c'était la baie où arrivait une rivière. Alors, comme le mot avon n'est plus compris à l'heure actuelle, il a été réinterprété et on l'a compris comme étant le mot anaon, c'est-à-dire les âmes trépassées. Donc, d'où la traduction en français, baie des trépassés. Mais à l'origine, c'était quelque chose de plus terre-à-terre, on va dire. Hein. C'était vraiment descriptif. Alors, oui, les mots pour dire ruisseau. Donc, avon, c'est rivière, ruisseau, c'est cours d'eau. Alors, vous avez le mot goueh. Hein, connu, je pense. Goueh, quand on parle de Gouehnitel. Hein, voilà, donc c'est... Donc la rivière des Tels, alors Goueh, donc dans ce cas-là, désigne rivière des Tels, désigne même plus précisément l'estuaire même. Hein. Alors il existe un autre mot qui ressemble un petit peu, c'est le mot gover ou goer. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un synonyme, peut-être pas employé partout, le mot goueh étant plus connu ici à goueh ou goueh, hein, c'est comme ça qu'on le prononce ici, donc dans le Morbihan, on va dire. Donc Gouehnitel, donc la rivière des Tels, et il y a un autre espace géographique qui porte le nom de Goueh. Alors ça je l'ai entendu hein, de la part de Jean, donc votre nom de naissance, c'est Goueh-Noriand. Hein, Goueh-Noriand, c'est donc la rade de l'Orient. Hein, c'est comme ça que j'ai entendu donc, le dire en breton. Alors le synonyme c'est Gover ou Gouer. Hein. Alors, je ne vais pas épeler tous les mots, ça ferait beaucoup, mais je vous donne juste cela. Gouver, c'est G-O-U-V-E-R, et Goueh, c'est G-W, puis O-E-H. Hein. Le son H, hein, c'est pas un R. Voilà, autre mot connu, Steir. Steir, hein, c'est très connu aussi. Alors, il semblerait que ce mot soit de la même origine que le mot étier hein, en français. Hein, un étier, en fait, c'est un mot qui n'est employé que principalement dans l'ouest hein, de la France, donc en Pays Gallo, Est-Bretagne si vous voulez, et ce serait la même racine que le mot Steir. Hein. Donc, autre possibilité pour dire une rivière. Alors, puis un dernier, Frout. Je ne sais pas si vous dites quelque chose. Frout, c'est plus un cours d'eau rapide. Un torrent, un cours d'eau rapide. Alors, des exemples, il y a le Frout, oui, le Fred ou le Frout. Hein, ce sont des noms de ruisseaux qu'on peut trouver. Donc, plutôt un cours d'eau plutôt rapide, on va dire. Puis, alors dans le Finistère, l'hôpital Camfrout. Hein, voilà, ça c'est un autre exemple. Alors, du vocabulaire, je ne vais pas tous les parler. Alors, tous les passer en revue. Par contre, il y a celui-là qui est important, le mot trève. Alors, ça désigne, c'est un ancien mot, très très vieux, qui se disait auparavant trève, T-R-E-B, qu'on retrouve même, il y a des inscriptions donc, datant de l'époque gauloise, donc c'est-à-dire 2000 ans, dans lequel on retrouve ce mot déjà, T-R-E-B. Alors, il a donné en breton trève. Alors, ce mot a pris un sens
particulier en breton. Trèves désigne un quartier dans une paroisse. Hein, voilà ce que signifie Trèves. Et en gallois, il a gardé le sens plutôt de ville. Hein. De ville, il peut signifier, enfin, lieu habité aussi, éventuellement maison, éventuellement dans certaines expressions. Mais ce sont des mots qui ont tous plus ou moins le sens de lieu habité. Alors ça peut être un quartier, ça peut être une ville, ça peut être une habitation, mais la racine est la même. Et en gallois, en cornique et en breton, il se dit trèves. Hein, c'est exactement le même mot. Alors, le mot Cair. Cair, hyper connu. Cair, il y en a, alors je crois, c'est de l'ordre de 20 000 en Bretagne. Hein, 20 000 noms commençant par Cair en Bretagne. Alors, Cair, actuellement, lorsqu'on le trouve en toponymie, dans les noms de lieux, il a le sens de village. Un mot, village. Voilà ce qu'il veut dire. En gallois, il a gardé un autre sens. Hein. Il a gardé. Alors, l'idée de départ, c'était un lieu habité et enclos. Voilà ce que ça voulait dire au début. Donc, lieu habité enclos. Alors, ça finit par prendre le sens de village, hein, ou de ville en breton. Et en gallois, il a pris le sens de lieu enclos, habité, des lieux fortifiés. Et c'est pour ça que Cair en gallois veut dire actuellement château. Voilà. Donc, c'est un château fort, un lieu fortifié. Cair. Alors on l'écrit C-A-E-R en gallois, en breton Cair, mais auparavant en breton il s'écrivait aussi C-A-E-R. Hein, il avait la même orthographe. Voilà. Donc alors je continue. Donc Mané, Méné, voilà. Donc c'est la montagne, hein, qui se dit Méné, hein, aussi en gallois, pratiquement la même chose. Alors deux autres mots qui sont intéressants sont les mots bré et puis bren. Alors, Bré, je ne sais pas si vous avez remarqué ce nom-là dans les noms de lieux. Bré, c'est une hauteur, c'est une colline aussi. Hein. Bré, alors, il y a pas mal d'exemples avec un mot connu, c'est Ménébré, par exemple. Hein, donc, en fait, là, on a un pléonasme. Les deux mots veulent dire la même chose, en fait, mais parce que le mot Bré n'est plus compris. Hein, donc, on met Méné devant pour préciser que c'est bien une hauteur. Il y a le mot Bran. Alors, ce n'est pas le corbeau, là, c'est prendre la hauteur. Donc, un exemple très connu, c'est Brangolo. Ou Brandivy. Voilà, donc c'est une hauteur aussi. Voilà, donc, il y a plusieurs exemples là dans le coin. Donc, tous ces mots en brand ou en bré désignent à chaque fois des hauteurs. Et ce sont des mots équivalents dans les deux autres langues qui ressemblent au breton. Alors, je prends deux exemples. Alors, juste le mot pour dire la vallée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un mot désignant la vallée, il y en a beaucoup. Alors, sous diverses formes. Hein. Alors, je vais vous les donner. Donc, à l'origine, on avait le mot qui se prononçait tnao. Hein, tnao. Alors, c'est pas très facile à lire. Tnao, donc T-N, en début de mot, c'est pas évident. Et ce mot a évolué pour qu'il soit plus facile à prononcer. Donc on le trouve sous diverses formes. Alors on le trouve sous la forme, par exemple, Tenau. Alors c'est un mot qu'on retrouve en toponymie pour désigner une vallée. Alors je ne sais pas si ici dans le pays d'Auray il y a des exemples avec Tenau, mais il y en a un, par exemple, pas loin de Beau, un village qui s'appelle Tenuel. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Tenuel, en fait, si on décompose les mots, si on l'explique, en fait, il faut décomposer de la façon suivante. Tenau, hein, d'abord, et puis Evel. Alors, Evel, c'est le nom de la rivière. Et Tenau, donc, c'est le vallon, la vallée. Et c'est un village qui se situe juste au bord de l'Evel. Voilà. Donc, Tenau, alors, c'est une des possibilités d'évolution. Et sinon, ce même mot, Tenau, il évolue d'une autre façon, il évolue en Trau. Alors, des exemples en micro-toponymie, toujours. Vous avez, il y a un moulin, Treurousse. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le secteur aussi, Treurousse. En fait, Treu, là, c'est aussi la vallée. C'est un vallon. C'est un moulin, donc construit au bord, dans une vallée, quoi. Au fond d'une vallée, hein, Treu. Plus dans le nord de Morbihan, on trouve un lieu-dit, un village qui s'appelle aussi Treuzard.
Donc Treuzard, c'est donc le vallon, le vallée de la Sarre, hein, un affluent du Blavet, hein, Treuzard. Donc à chaque fois qu'on voit ce mot Treu, très souvent, ça désigne une vallée. Alors, et donc ce mot existe dans les autres langues britanniques aussi, c'est-à-dire gallois, cornique. Soit on prononce Tenau, soit on prononce Trau. Hein, c'est exactement la même prononciation. Alors, et je donne le contraire maintenant, une hauteur. Alors, pour les hauteurs, donc il y a plusieurs mots possibles. Il y a le mot qui se prononçait auparavant Knech. Alors, Knech, donc ça prononce par Knech, pas facile à prononcer non plus. Et donc, il a évolué. Il a évolué en quoi? On rajoute une voyelle au début, ça donne Kenner. Alors ça, c'est relativement connu, je pense. Hein, Kenner, alors, dans le quoi, on a par exemple un lieu-dit, une zone artisanale ou industrielle qui s'appelle le Kenya. Alors, donc Kenya, il ne faut pas aller chercher à faire un safari là-bas. Hein. Vous ne trouverez pas beaucoup d'animaux africains, mais Kenya, c'est la prononciation locale en breton du mot Kenner. Alors on le prononce Kenya. Kenya, donc c'est Kenner, c'est la même chose, et ça désigne une hauteur aussi. Hein, donc Kenner ou Kenya. Alors, et l'autre possibilité, à partir de Kenner, on remplace le N par un R, plus facile à prononcer aussi, et ça va donner Créach. Alors des Créach, c'est pareil. Il y en a énormément également. Alors, des créards qui sont connus. Alors, il est peut-être un peu moins employé dans le Morbihan par rapport au Finistère, hein, cette variante-là. Mais, exemple, des mots connus en Bretagne. Un phare de Ouessant. Voilà, on prononce le créache. Alors, en breton, normalement, il se prononce créach. Hein, et on retrouve donc là aussi l'évolution du mot Knech, mais le N a été remplacé par un R et donc on a Créach. Alors c'est aussi un nom de quartier à Brest par exemple. Autre exemple, on peut dire Créach, on peut dire aussi Clair avec un L. Alors Clair, c'est également un nom de quartier à Guidel par exemple. Hein. Il y a un quartier qui s'appelle, en breton on le prononce Clair, donc c'est le même mot. Hein. Donc ça, et là ça s'écrit C-L, hein, E, C apostrophe H. Créach, c'est s'écrivant, bon, K ou C, peu importe, R-E-C apostrophe H. Oui. Ah. Alors, je vais parler de CRA, j'en parle. Alors, donc je dis tout de suite, je donne la réponse tout de suite. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être ça viendrait de créer, effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on n'a pas trouvé de forme écrite ancienne, assez ancienne, pour l'affirmer. Hein, voilà. Alors, je regardais dans différents livres de toponymie. Alors, après, je donne une liste de livres dans lesquels on peut trouver des réponses à la signification des noms de lieux, mais aucun livre ne donne de réponse. Alors, il propose Crère comme hypothèse pour Crar, comme hypothèse seulement, mais sans preuve, parce qu'il n'y a pas de forme écrite assez ancienne pour ça. Bien, je continue. Donc, dans le pays d'Auray, alors là, là, il s'agissait surtout de cartes, donc... où est-ce qu'en Bretagne on trouve des non-lieux? Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin. Donc, grosso modo, alors ça, c'est une carte qui est tirée d'une étude qui a été faite par un certain Jean-Yves Lemoine. Alors, c'est une étude qui concerne la Haute-Bretagne, c'est-à-dire l'Est. Alors, l'Est, c'est-à-dire celle qui est en couleur jaune et orange. Dans toutes les communes, il a compté le pourcentage de noms de lieux, des noms de villages, des noms de lieux dits en breton et en français ou gallo. Il en a déduit des pourcentages, et à partir de ça, il en a déduit la date à laquelle le breton a été remplacé par du gallo. Hein, donc c'est une étude qui a duré quand même, je crois que ça a duré 20 ans, je crois, il me semble. Donc c'est énorme, un travail énorme, et donc il en a déduit des zones, donc plus la zone est claire, donc moins il y a de noms en breton, et en fait ici, dans cette partie complètement à l'est de la Bretagne, il n'y a pratiquement pas de noms en breton, parce que bon, le breton n'y était pas parlé. Hein. Et plus on va vers l'ouest, plus les noms sont en breton. Et ici, donc en rouge, on est pratiquement à 100% hein, de noms en breton. Alors, quand je dis 100% de noms en breton, donc ce sont des noms de villages principalement. Enfin, ces statistiques sont basées sur les noms de villages. Et lorsque le nom n'est pas en breton, très souvent, c'est une traduction. Hein, traduction du breton au français. Pour les mots simples, pour les mots qui veulent dire bois ou bien
bien moulin, ou bien des choses comme ça, hein. Des trucs très très simples, des mots transparents, on va dire. Et puis ici, on est dans une zone intermédiaire, la zone en orange. Donc là, il y a un certain pourcentage. Alors, ce qu'on appelle la Basse-Bretagne, c'est la zone rouge plus orange foncé. Et Haute-Bretagne, donc c'est ici. Voilà. Donc, même type de carte. Alors ça, c'est une carte qui a été dressée par Ewan Humphrey et Loïc Chevaux. Hein, c'est pareil, c'est le même principe. On retrouve toujours cette zone à l'ouest, donc où il n'y a pratiquement que des toponymes en breton, et puis à l'est, en bleu ciel et puis en beige. Donc c'est la zone intermédiaire. Et là, donc il n'y en a pas. En blanc, il n'y en a pas. Voilà. Alors, donc, maintenant, je vais parler du pays d'Auray. Comment il se situe, le pays d'Auray, d'un point de vue histoire, d'un point de vue histoire, du point de vue linguistique et du point de vue culturel. Ah, on aura peut-être... De l'espoir. Ah, ce serait bien. Hein. Bon, ben, je vais continuer quand même. Alors, d'un point de vue historique, le pays d'Auray, donc c'est une appellation récente, hein, le pays d'Auray. Non, bon. Donc c'est une appellation récente. Alors, voilà comment on se situe. Vous le repérez ici. Donc il fait partie, là c'est une carte qui représente les 6 anciens diocèses de la Bretagne. Alors peut-être qu'ils existaient donc avant la Révolution, avant 1789. Donc les 9 diocèses et puis donc le pays d'Auray donc se situe dans cette partie-ci. Hein. Donc dans ce qu'on appelle le diocèse de Vannes, qu'on appelle également Pays Vantais, qu'on appelle en breton Bro-du-Net. Hein. C'est son nom en breton. Et on le voit bien ici, donc on voit bien donc Belle-Île, presque le Quiberon, et puis voilà. Hein. Voilà où il se situe. Donc ce découpage, hein, alors, qui est à la fois administratif et religieux, a subsisté donc jusqu'à la Révolution. Voilà. Donc même chose avec leur nom, mais là bon, c'est un peu loin. Donc Bro-du-Net, hein, c'est-à-dire Pays Vantais ici. Alors ça c'est un ancien découpage, un découpage plus ancien. Alors désolé, hein, c'est très très loin. En fait, les diocèses étaient divisés eux-mêmes en parties plus petites, hein, les parties qui constituaient les diocèses, qu'on appelait, donc le terme qu'on employait, c'était pagus, hein, c'est un mot latin. Donc au sein des diocèses, on avait des pagis, hein, c'est le mot au pluriel, et donc il y en avait plusieurs. Alors ici, il se trouve qu'on est dans un ancien pagus qui faisait partie donc du pays vantais. Et donc son nom en breton a existé aussi en breton et il s'appelle le Powbels. Alors Powbels, Pow c'est le mot breton venant du latin pagus, donc un petit pays, une subdivision au sein d'un diocèse, et puis Bels. Donc Bels, qui existe toujours en tant que commune, devait être à l'époque sans doute le chef-lieu de ce pagus. Alors le Powbels, en fait on le trouve, il commençait à la rade de l'Orient, donc Lac Mekele pour lui, et il allait jusqu'à, alors ça fait donc jusqu'à la rivière, voilà, rivière du Bonneau, hein, donc jusqu'à, donc à l'est hein, du pays d'Auray. Voilà, tout ça c'était ce qu'on appelle le Powbels. Alors le mot Pow est un mot qui existait auparavant en breton. À bout d'un moment, il n'était plus compris, et ce Powbels a été déformé en Pombels. Un pont comme le mot français pont, un pont au-dessus d'une rivière. Donc en fait les gens ne comprenaient plus le mot Powbels. Hein. Donc c'était devenu Pombels. Et bon, voilà, ils avaient francisé le nom tout simplement. C'est pas une traduction, c'est ce qu'on appelle une francisation, c'est-à-dire qu'on a remplacé un mot breton par un mot français, mais qui n'est pas une traduction. Hein, on appelle ça, alors, il y a un terme qui a été inventé pour ce phénomène, inventé par Erwan Valéry, on appelle ça une francisation abusive. Ce n'est pas une traduction, mais l'équivalent français n'a rien à voir avec le mot d'origine. Voilà. Alors, autre francisation abusive, donc plus loin, donc de l'autre côté de l'Orient, un peu plus loin, il y avait une subdivision qu'on appelait un kéménet. Un kéménet, c'est un ancien mot breton qui veut dire département, subdivision, hein, on peut le traduire de cette façon, qui a donné son nom. Alors il y avait deux kéménets. Il y avait un kéménet
qui s'appelait Eboué, et l'autre, c'était le Kemenet qui s'appelait Guégan. Alors, là où se trouve le Kemenet Guégan, il y avait une capitale, hein, il y a le chef-lieu de ce Kemenet, et ce mot Kemenet a donné le nom de, alors vous allez sans doute reconnaître, alors Jemnei. Hein, tout le monde l'a reconnu, hein, c'est donc Gemné. Voilà, donc c'était le chef-lieu de ce Kemenet Guégan. Et le Kemenet du sud, donc c'est là où se trouve, on va dire, Pleumeur, Guidel, Redéné, tout ça, c'était le Kemenet Eboué. Eboué, c'est un nom de personne. Guégan, c'est un nom de personne. Eboué, c'est un nom de personne. Et c'est devenu en français le Kemenet des bois. Ouais, francisation encore là, exagérée. Donc le mot Eboué n'était plus compris comme un prénom. Et on en a fait le Kemenet des bois, hein, des zones boisées. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est des exemples. Alors ça sont des exemples d'évolution dans les toponymes qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation du nom, hein, et qui peut être approximative ou des fois complètement fausse. Et là, en l'occurrence, c'est complètement faux. Voilà. Ça va? Oui. Alors là, c'est un découpage du pays Vendée. Bon là, je ne vais pas commenter la carte, hein, c'est vraiment trop petit, on ne peut pas voir grand-chose. Ici, alors le pays d'Auray, alors juste pour résumer, le pays d'Auray se trouve dans ce Poubels, hein, qui est là, et le nord du pays d'Auray se trouvait dans une autre subdivision du pays Vendée, hein, qu'on appelle, alors ça s'appelait le territoire diocésien de Vannes. Il y avait en tout 10, auparavant, il y avait 10 secteurs, 10 divisions au sein du pays Vendée, hein, au sein de Broduinet. Donc, il y avait des doyennés des territoires diocésiens. Donc, exemple pour le pays d'Auray, donc le Poubels, qui est là, en bord de mer. Et puis, plus au nord, ici, c'était donc territoire diocésien qu'on appelle de Vannes. Alors, il y avait également territoire diocésien de Rieux, de Redon, de Belle-Île. Hein, Belle-Île faisait partie d'un autre territoire. Et concernant le Poubels, hein, ce sont des doyennés. Il y en avait 6. Donc, j'ai déjà cité Kemenet Eboué, Kemenet Guégan. Il y avait également le Port-Ouet. Alors, le Port-Ouet, ça désigne tout l'intérieur de la Bretagne. Hein. Alors, Port-Ouet, c'est un nom connu encore. On le trouve dans les noms de communes. Hein. Nord-Morbihan, bien sud, Côte d'Armor, Port-Ouet. Alors, donc c'est un mot breton. Hein. Même si une partie du Port-Ouet se trouve dans l'est de la Bretagne, c'est-à-dire en Pays Gallo. Alors, on a retrouvé son nom, son ancien nom en latin, donc qui date il y a plus de 1500 ans à peu près, et son ancien nom en breton aussi. Alors son ancien nom en latin, c'était Pagus, donc on retrouve le mot pau, hein, qui a donné pau, trans silvam. Alors en traduit en breton, ça donne pau, tro, couet, c'est-à-dire le Pagus à travers les bois. C'est-à-dire tout l'intérieur de la Bretagne, qu'on appelle également en breton Arguet. Hein, le pays des bois. Donc voilà le lien entre l'intérieur de la Bretagne, Couet, Arguet, et puis cet ancien nom de subdivision de la Bretagne, Port-Ouet. Alors en Pays Gallo, on le prononce Port-Oué. Hein. Ça c'est l'évolution normale en Pays Gallo, donc dans l'Est. Et son nom actuellement en breton, c'est Port-Ouet. Alors c'est par rapport à Pau-Tro-Ouet, vous voyez que c'est un peu contracté quand même. Hein. Parce que le mot, il a évolué au cours du temps, et ce qu'on remarque, ça c'est vrai pour tous les mots d'une langue, et donc c'est vrai pour les noms propres aussi, ils ont tendance toujours à s'abréger, hein, toujours. Ça c'est une constante hein, dans l'évolution des langues. Donc on passe de pou, troquet à porquet, hein, on est passé de 3 à 2 syllabes, donc quelque chose de très classique. Alors, donc là c'est le pays d'Auray par rapport à l'histoire, ici c'est le pays d'Auray, alors, par rapport au dialecte du breton. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les lignes. Vous voyez là, donc c'est l'ouest de la Bretagne seulement. Hein. Ce sont les divisions entre les différentes variantes de breton, on va dire. Donc, nous, on est ici, hein, dans cette partie-là. Voilà, donc c'est toute cette partie-ci, donc sud-est. On appelle ça du breton vendée ou du breton du sud-est. Et là, donc ici, à l'extrême nord-ouest, on parle de breton du nord-ouest, on dit également breton léonard. Et puis, il y a tout ça entre les deux. Intermédiaire. Hein, donc on ne passe pas en fait d'une variante à une autre brutalement, mais c'est très très progressif. Alors ici c'est plus précis, hein, avec d'autres couleurs, donc c'est à l'intérieur de chacune des grandes divisions, il y a donc des nuances. Alors, voilà. Donc voilà
ce qu'on appelle le pays vantais. C'est la partie de la Bretagne où on parle ce qu'on appelle le breton vantais, dit également breton du sud-est. Alors, grosso modo, on peut dire qu'il y a trois zones. Anvers, donc c'est la partie ouest du Morbihan, c'est ce qu'on a la variante qu'on appelle le bas vantais, parce que c'est en gros Duenet-Isel, pays donc bas vantais, Duenet-Isel, donc c'est Anvers, donc c'est du vantais, mais avec quelques points communs avec le breton parlé dans le Finistère, c'est le breton de la Cornouaille, d'accord. Alors, et toute cette partie-ci, donc en rouge et en bleu, c'est ce qu'on appelle du haut vantais. C'est-à-dire au Duenet-Isel. Haut vantais. Alors, deux variantes. Variante Argouette, donc l'intérieur des terres, et variante Arvor. Arvor, le littoral. Donc on parle ici de breton haut vantais intérieur, et ici breton haut vantais littoral. Voilà. Donc le pays d'Auray, ici, c'est pratiquement que du vantais littoral, avec, bon, là, vous voyez des couleurs ici, rouge, bleu, en fait, c'est pas tranché. On passe de l'un à l'autre de façon, donc, c'est de façon transitoire. Les limites ne sont pas nettes, si vous voulez. Voilà. Alors, et juste culturellement, comment ça se situe le pays vantais? Alors, là, c'est une carte qui représente normalement, alors c'est issu du site Kenleur, c'est la Fédération des associations de cercles celtiques, et c'est la partie, donc ça représente le pays d'Auray aussi, là où, a priori, on porte les vêtements du pays d'Auray. Voilà. Donc c'est donc le critère, un critère, disons, culturel, cette fois. Voilà. Bien. Alors. Bien. Donc, voilà, c'est bon. Alors, là, puis maintenant, je comptais donc expliquer, prendre les communes une par une, et puis bon, expliquer ce qu'elles veulent dire, enfin, donner les hypothèses, parce que les explications, elles ne sont pas toujours forcément exactes. On ne les a pas toutes. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ça va? Je continue, oui? Allez, on verra au fur et à mesure. Donc, Pays d'Auray, donc ça c'est pour rappeler les communes. Bon, c'est trop petit, je ne vais pas en parler, donc il y a tous les noms des communes. Il y a la liste ici, d'accord? De toute façon, je vais les prendre une par une. Alors, ah oui, juste avant d'expliquer ces noms de lieux, donc ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de préfixes dans les noms en breton, beaucoup de préfixes. Alors, les plus anciens, les préfixes les plus anciens sont c'est le préfixe plou ou pleu, le préfixe lan, donc les aussi, et le préfixe trève. Voilà les 4 préfixes les plus anciens. Donc, énormément, des centaines et des centaines de noms de lieux-dits, de villages, de communes, commencent par ces préfixes-là. Alors, plou ou pleu, c'est la variante pleu, c'est celle qu'on entend le plus dans le Morbihan, dans le pays vantais. Donc c'est un ancien mot qui désigne une paroisse. Voilà. Paroisse, alors tous, et ces 4 préfixes, on les a en fait créés, ils ont été utilisés, on va dire à partir du 5e siècle, 4e siècle plutôt, et durant les 5e, 6e siècle, à l'époque où on commençait à dénommer ces espaces, ces territoires. C'est-à-dire que la notion de territoire, pour résumer, un territoire donné, si on prend l'exemple de, je vais prendre Plouarnel par exemple, donc ce qui faisait partie de Plouarnel auparavant, en faisait déjà partie certainement il y a plus de 2000 ans, peut-être même 2500 ans, parce que ça correspond très souvent à des frontières naturelles. Mais ce qui s'est passé au 5e siècle, c'est que ces espaces, ces territoires ont été dénommés. Voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que donc ce sont ces paroisses, ces anciennes paroisses, elles n'ont pas été... elles ont été créées, si vous voulez, d'un point de vue administratif et religieux, vers le 5e siècle, mais les limites de ces territoires existaient certainement déjà avant. Voilà. Donc c'est plou, c'est ce qu'on appelle des paroisses primitives. C'est-à-dire ce sont parmi les plus anciennes limites territoriales qu'on est capable de retrouver à l'heure actuelle. Alors, land,
c'est un ancien mot breton qui n'est plus utilisé maintenant, alors qui ne désigne pas une lande, hein, ça n'a rien à voir avec une lande, c'est un ancien mot qui désigne un enclos sacré, une église, un enclos sacré. Hein, on l'écrit lande, L-A-N, on retrouve le même mot en gallois, et souvent, la plupart du temps, c'est un enclos sacré, une église qui n'était pas forcément intégrée dans une paroisse, dans une cloée, mais un petit peu en dehors, très souvent dans des zones un peu plus, moins habitées, hein, des zones un peu plus délaissées, on va dire. Hein. C'est comme ça qu'on peut caractériser les landes. Alors, Lees, c'est une cour, alors cour de château. Hein, voilà, Lees. Donc, il y en a beaucoup dans les noms de villages aussi, hein, je pense que vous en connaissez certainement, je suppose. On peut en trouver un peu partout. Et Trèves, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sont le sens Trèves, donc le premier sens du mot Trèves, c'était donc une grande exploitation agricole. Donc à l'époque où ont été créés les ploués, alors ploué c'est l'ancien mot hein, pour dire paroisse en breton, donc il y avait des fermes, des espaces agricoles, et lorsqu'on crée un espace agricole, il portait le nom de Trèves. Alors, ça c'était vers le 5e siècle. Et à partir à peu près de l'an 1000, donc en 1011e, 12e siècle, la population a énormément augmenté. Donc les noms créés avec Trèves ont subsisté, mais on a rajouté d'autres exploitations agricoles à proximité de ces Trèves. Et ce n'est plus le mot Trèves qu'on a utilisé pour parler de ces nouvelles exploitations agricoles, mais on a utilisé le mot Caire. Donc c'est pour ça qu'il y a tant de Caire en Bretagne. Les Caire, presque tous les Caire, en fait, proviennent d'une époque où il y a eu une forte augmentation de la population au Moyen-Âge, c'est-à-dire on est aux environs du 11e, 12e siècle. Voilà. Donc, Trèves, en fait, ça correspond à une couche plus ancienne que les Caire, hein, pour résumer. Voilà. Alors ensuite, on arrive à des périodes plus récentes. Donc, Caire, je l'ai dit, 12e siècle, donc ça correspond vraiment au village. Donc en général, un village correspondait deux exploitations agricoles. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc là, on est après le XIIe siècle, et c'est à cette époque-là aussi qu'on a commencé à créer des noms en lauque. Alors, donc lande, lorsqu'on utilise un nom en lande, en général, on a un nom de saint, un nom religieux derrière, hein, parce que ça désigne une église ou un enclos sacré. Donc c'est plutôt un nom de saint, un nom de personnage religieux. Et à partir du XIIe siècle, c'est plutôt le préfixe lauque qu'on a utilisé. Et c'est toujours pareil, ça désigne, derrière un nom en lauque, on trouve un nom religieux. Alors, le plus connu étant, certainement, Logmaria. Hein. Alors, Logmaria, il y en a 60. Hein. 60 Logmaria en Bretagne. Hein. Et donc, pour les distinguer les uns des autres, on rajoute quelque chose, on rajoute un mot derrière. Hein. Donc, l'exemple, Logmaria Caire, voilà. Et le Miquel? Alors, le Miquel, voilà, donc le Miquel, le Bekele, il y a plusieurs le Miquel en Bretagne aussi. Oui, on en trouve un peu partout, oui. Alors, je n'ai pas compté le nombre de Logmiquel qu'il y a en Bretagne, mais il doit y en avoir. Logmalo. Donc, Logmalo, c'est le nom d'une commune, dans le nord de Morbihan. Logmalo, c'est un quartier aussi à Port-Louis, par exemple. Puis, il y en a certainement d'autres. Hein. Et il y en a plein d'autres. Alors, ces noms, donc, en log, ils sont plus tardifs que les noms en langue. Hein. Ils datent d'une période d'après. Et des noms en saint ou en sante. Voilà. Alors, des noms en sante, donc des noms en loc. Alors, il y a 30 noms de communes qui commencent par loc, hein, tout, 30. Et il y a 200 noms en loc en Bretagne. C'est-à-dire commune plus village. Hein. Alors, pour les noms en Caire, donc je vous ai dit tout à l'heure, plus de 20 000. Hein. Donc répartis sur le Finistère, Ouest Morbihan et puis Ouest Côte d'Armor. Des noms en flou, il y en a 160. Hein, 160. Alors, ce sont des communes, pratiquement que des communes. Donc répartis toujours. Par contre, les noms en plou, on en trouve également un peu dans l'est de la Bretagne, à une époque où on y parlait encore breton. Hein, on a vu tout à l'heure sur la carte, c'est des zones jaune foncé, orange sur la carte, ce sont des zones où on a d'abord parlé breton et ensuite gallo. Mais comme ces noms en plou ont été créés vers le 5e siècle, donc ça a été créé dans des zones
qui sont devenus gallo par la suite. C'est pour ça qu'on en trouve du côté, je sais pas, du côté du nord de Saint-Malo par exemple, Plouer par exemple, sur Rance, des choses comme ça. C'est un pays gallo actuellement, mais le nom est breton quand même. Alors, des landes, il y en a 500. Des noms commençant par lande. 500, voilà, etc., etc. Et puis, alors des noms en sant, donc, nom de commune, nom de village, il y en a 2330. Donc, on voit donc l'importance, en fait, de la dénomination en Bretagne à partir de noms issus de la religion. Et 200, donc 2330 et 130 sont des noms de communes. Voilà. Alors, pourquoi tant que ça de noms? Voilà l'explication. On dit que la Bretagne possède un habitat dispersé, c'est-à-dire la population se répartit dans d'innombrables villages autour d'un bourg, donc ça démultiplie d'autant les noms de villages, tout simplement. Donc voilà pourquoi il y en a tant que ça. Alors, alors je vais parler des communes une à une. Donc d'abord celle du nord du pays d'Auray, qui faisait partie de l'ancien territoire diocésain de Vannes. Alors ces communes, je vais vous donner leur nom, ce sera plus simple. Il y avait une partie de Camors, Landévent, Landaules, Pluvigné, Plumergat, Sainte-Anne-d'Auray, Pluneret, et puis une partie d'Auray. Ça c'est la partie nord du pays d'Auray, qui auparavant faisait partie donc de ce territoire diocésain. Et alors là, la carte est vraiment trop petite pour le voir. Là sont indiquées les paroisses primitives. C'est-à-dire que les communes qu'on a à l'heure actuelle proviennent du démembrement de territoires qui étaient beaucoup plus grands qu'auparavant. Et là, ce sont les paroisses primitives. Alors je vais vous donner tout de suite ces paroisses primitives. Donc, il y avait, alors, Pluvigné. C'est un nom en plou. Plus. Voilà. Alors, je vais vous montrer quand même les cartes, c'est intéressant de les voir. Voilà, cette carte-ci, ou celle-là. Merci aussi. Okay, merci. Voilà, c'est un peu plus clair quand même. Voilà, donc, voilà, ce qu'on appelle la Basse-Bretagne à l'ouest, puis Haute-Bretagne, donc à l'est. Donc, ce qui est en vert et en jaune, c'est la Basse-Bretagne, où donc, les noms de lieux sont principalement en breton. Voilà. Alors, il y avait celle-là, et puis je voudrais vous montrer quand même, voilà, le vocabulaire dont j'ai parlé tout à l'heure, donc comparaison. Alors, voilà, les couleurs, donc du vert pour le breton, du marron clair pour le cornique, du rouge pour le gallois. Alors, voilà, donc on ne va pas tous les relire, mais ça vous donne une idée quand même des ressemblances qu'il peut y avoir entre ces différentes langues celtiques. Alors, donc, ici, c'est du gaélique. Vous voyez que on voit que les ressemblances sont plus claires entre ces trois langues-là. Le gaélique, c'est autre chose. Et au milieu, c'est le terme d'origine. Donc, tel qu'on le disait, certainement, donc il y a plus de 2000 ans. Voilà. Donc on voit bien, alors si on prend le premier, DUB, D-U-B, il se prononcer DUB, quelque chose comme ça. Donc ça donnait du d'un côté, puis vous voyez, en gaélique, DUF, donc avec un BH. Alors, du, pour montrer la ressemblance quand même, c'est ce qu'a donné le nom de famille, le DUF. Le DUF, en fait, c'est l'ancienne prononciation en breton du mot du. Actuellement, en breton moderne, on dit du, mais auparavant, en ancien breton et en moyen breton, on disait duf. Et c'est pour ça qu'on le trouve écrit 2F. Voilà. Donc, alors, on en a déjà parlé de ça. Donc, Aven, Navon, ça c'est bon. Alors, vous voyez les ressemblances avec donc les autres, entre ces différentes langues celtiques. Voilà, hop, voilà. Donc, les mots dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Là, voilà. Alors, j'avais mis donc Kner, Krer, ou bien Tnau, Trau, la vallée. Donc, il y a un dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le haut. Alors, celui qui se disait auparavant en breton, lavé, et qu'on prononce ici, lué. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'expression mon odeur lué, de lué, ce qui veut dire en haut.
Donc c'est ce mot-là qui est écrit ici. Et dans le Finistère, on dit lae. Donc vous voyez, à partir du mot hlavé, ça donnait deux mots possibles, soit le mot hlué, soit le mot lae. Voilà. Alors pourquoi j'en parle là? Parce que c'est un terme qu'on trouve en toponymie, dans des noms de villages. Pour distinguer deux villages, l'un un qui est situé en bas, l'autre qui est situé en haut, on voit par exemple, je sais pas, Kervian-Derlué, par exemple. Hein, Kervian-Derlué, c'est le Kervian d'en haut. Et à l'inverse, Kervian, on peut dire Kervian de Rias, par exemple. Hein. Donc, les villages qui portent le même nom, mais il est situé un peu plus bas. Donc, Derlué, de Rias sont des mots qui se retrouvent. Alors, Dias, vous le voyez aussi, c'est le bas. Okay. Alors, autre mot, le mot Dias apparaît également en toponymie dans un composé qui est très connu. Si je vous dis Diasker ou Driasker, hein, Driasker ou Diasker, donc c'est le bas de la ville, c'est la basse ville. Voilà. Donc c'est une expression très connue également. Alors, donc voilà, donc ça c'était où trouve-t-on des noms en breton? Ici, donc voilà, les évêchés ou diocèses, donc il y en a 9. Donc je ne reviens pas là-dessus, avec leur nom cette fois, et le blason correspondant. Alors là, les anciens, ce qu'on appelle les anciens pays, vous voyez. Donc là, vous avez le Kemenet Guégan, Kemenet Neboué, et ici, donc, ce qu'on appelle Pagus Venetensis, hein, c'est-à-dire, c'est Pau Guénet, si vous voulez. Hein. Donc Bro Guénet, c'est plus grand, c'est l'ensemble, et Pau Guénet, c'est ça. Ah, Pau Bels, il est là. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, on continue. Ouais, alors, voilà, une carte plus détaillée du pays Lantès, hein, l'ancien diocèse. Donc, vous reconnaissez le pays d'Auray, là aussi, avec toujours le Pau belge, et puis la partie, donc là où c'est écrit Vannes, en fait, c'est le territoire diocésain. Donc, c'est plus grand que Bro-Dunet, plus grand que le diocèse de Vannes. C'est un territoire diocésain, c'est-à-dire au sein du diocèse de Vannes. Voilà. Alors, donc les variantes dialectales. Alors, cette carte a été établie à partir de l'Atlas linguistique de Basse-Bretagne. Donc, des points d'enquête qui ont été réalisés au début du XXe siècle. Donc, un enquêteur, une personne s'est déplacée dans les différents points que vous avez numérotés là sur la carte. Il a demandé donc une liste de 600 mots à ces différentes personnes. Il leur demandait comment vous dites tel ou tel mot. Et puis, à partir de ça, donc, il a fait des cartes. Donc, une carte par mot, 600 cartes. Et ces cartes servent toujours à comprendre en fait la répartition des dialectes du breton et comprendre leur évolution. Alors, là c'est la même chose, hein, c'est une autre carte mais faite à partir du même atlas. Et les points que vous avez notés sur la droite, donc Pluvigné, Plemel, Logmariaquer, Saint-Pierre-Quiberon, Île-de-Ouate, Sauzon, Logmaria, sont les points d'enquête qu'on trouve dans le pays d'Auray. Voilà, donc là c'est bon, on en a parlé. On va donc plus en détail les différentes communes du pays d'Auray, donc pratiquement que en couleur orange. Hein. Bien, alors, là, ça sont les différents préfixes. Hein. Donc là, c'est un peu plus regarde dans le détail, il y a plus de chiffres, cette fois, plus de dates, plus de chiffres. Donc vous voyez, il y a un nombre impressionnant de noms de lieux en Bretagne. Alors ce nombre est impressionnant pour cette raison. Voilà, donc habitat dispersé. Hein, donc répartition de la population dans un ensemble de villages qu'on trouve partout, tout autour d'un bourg central. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que lorsqu'on trace la carte des ploués, hein, c'est-à-dire les paroisses primitives, on a remarqué que le bourg est pratiquement toujours au centre de la ploue en question. Ça, c'est une constante. Hein. Et elles sont très grandes, plus grandes qu'à l'heure actuelle. Alors, voilà, donc les communes du Nord, du pays d'Auray, et voilà leurs anciennes limites. Donc, on avait Plumergat. Alors, si je reviens, voilà, Plumergat, vous voyez, c'est Plumergat, plus d'anciennes paroisses qui ont été démembrées de Plumergat. Et si on reconstitue Plumergat, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus grand, hein, 3 fois plus grand que Plumergat actuel. Même chose pour Pluvigné. Hein, c'est au moins, presque 2 fois plus grand. D'accord ? Et puis Languédic, c'est aussi dans le Pau belge, mais il est de l'autre côté, il est plus loin. Donc ce n'est pas considéré comme étant dans le pays d'Auray. Je continue, ça c'est le Pau belge. Donc voilà, les communes actuelles dans le Pau belge. Donc beaucoup de communes. Et voilà ce qu'on appelle les paroisses primitives. Donc de ce côté-ci, dans le pays d'Auray, il y en avait 4.
hein, donc brec, alors qu'on prononce en breton brech, Plemel, hein, donc je donnerai la prononciation tout à l'heure aussi, Ploarnel, qui allait, vous voyez, jusqu'à Quiberon, et puis un nom qui a disparu en tant que nom de commune, Caer, mais qu'on retrouve quand même dans Logmaria Caer. Voilà. Bien, alors, les explications que je vais donner maintenant proviennent de ces différents ouvrages, hein, différents livres. Voilà. Donc, je vous laisse les regarder. Donc, en fait, ce sont écrits par des spécialistes d'onomastique, hein, écrits par des spécialistes d'onomastique et puis également spécialistes de l'étude de l'évolution de la langue, comme Albert Dehaye, par exemple. Alors, on va les prendre une à une. Camor. Donc, Camor, tout à fait dans le nord. Donc, la partie nord faisait partie du Port-Rouet, hein, auparavant. Donc, ce n'était pas dans le territoire diocésien de Vannes. Hein. Alors, apparemment, Camor est une paroisse qui a été créée à partir d'un morceau donc, qui se trouvait au nord, dans le Port-Rouet, et un morceau qui se trouvait dans Pluvigny auparavant. Hein. Voilà. Voilà pour ce qui concerne l'histoire des limites de Camor. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Alors, vous allez voir, souvent, je vais mettre un point d'interrogation, ou bien je vais écrire sans doute, hein, ou bien douteux. Parce qu'on n'a pas de forme écrite assez ancienne. La forme la plus ancienne est 1204. Alors, toutes les formes écrites, là, elles sont essentielles pour comprendre ce que signifie le nom. Hein. Ça, c'est essentiel. Et donc, on n'arrive pas à remonter plus loin. Voilà, on n'arrive pas. Et on ne sait pas comment expliquer ce nom. Alors, j'ai consulté différents livres, j'ai regardé Wikipédia aussi, quand même. Bon, il raconte n'importe quoi. C'est complètement fantaisiste, hein, sur Wikipédia. Donc, faut vraiment pas s'y fier. Hein. Il y a des trucs de tourisme. Ah ouais. Ils disent, je crois que ça viendrait peut-être de cam, qui veut dire tordu, et puis ça vient du mot mours, qui veut dire faire la gueule. Alors, je ne sais pas où ils ont été chercher ça, mais... Ah oui, puis et Conomore aussi. Ouais. Mais bon, entre Camor, Conomore, comme il y a... Et puis il y aura, en breton, on le prononce Camor, et puis dans les anciennes formes écrites, vous voyez, on voit que c'est écrit Z, ou bien S, ou bien TZ. Alors quand on écrit TZ en breton à cette époque-là, hein, TZ au XIIIe siècle, ça veut dire qu'on prononçait Camorth, c'est-à-dire qu'il avait le son th, c'est-à-dire un son qu'on trouve en anglais encore actuellement. Hein. Alors c'est un son qui a disparu du breton, et normalement, ce son-là, en Pays Vantais, ici, il donne un H. C'est pour ça que Camor, ça se prononce de cette façon, Camor, c'est RH en fait. Hein. Voilà. Donc, rien à voir avec Conomore, puis rien à voir avec Mours, hein, qui veut dire donc faire la tronche. Voilà. Alors, cette liste de formes anciennes écrites, hein, c'est extrait donc du traité de toponymie historique de la Bretagne, Erwan Valéry. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'une étude qui a été faite par Jean-Yves Lemoine sur l'est de la Bretagne. Hein, ça lui a pris 20 ans. Alors, je crois que pour ce livre-là, ça lui a pris beaucoup de temps aussi. Je ne pourrais pas vous dire le nombre d'années. Mais il a pris les formes écrites anciennes. Il a cherché dans les archives de tous les noms de communes de Bretagne. Hein, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de... Ça fait... 1500 noms à peu près, hein. Voilà, à peu près. Le nom de commune. Donc il les a toutes étudiées, il a recherché, il a essayé de remonter le plus loin possible dans le temps. Et plus on remonte loin dans le temps, plus on a des chances de comprendre ce que signifie le nom. Alors, Camor, voilà, on ne peut pas dire grand-chose. Peut-être un nom d'homme. Alors souvent, on trouve comme nom de lieu, on trouve très souvent des noms de personnes, et inversement. Alors si je prends juste un exemple, il y a les îles Kerguelen, hein, donc c'est un nom de lieu, El Kerguelen, mais parce qu'elles ont été découvertes par un monsieur de Kerguelen, donc c'est un nom de personne. Et ce monsieur de Kerguelen, son nom de famille en fait c'est un nom de lieu, parce qu'il avait un ancêtre originaire de Kerguelen. Et si on analyse Kerguelen, en fait on s'aperçoit que c'est le village habité par un certain Kellen, donc on retrouve un nom de personne de nouveau. Vous voyez, donc on passe de l'un à l'autre comme ça, d'un anthroponyme à un toponyme. Les deux fonctionnent souvent ensemble.
Alors, Pluvigné. Voilà, donc 83 km², donc elle a été plus grande, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc les formes écrites anciennes. Alors, Guinière, c'est l'explication qu'on trouve le plus. Guinière, donc un saint. Alors, un saint. Donc ici, Guinière. Alors, quand on dit saint, il faut faire attention, c'est Plou, la paroisse, suivi d'un nom de personne. Alors, les historiens parlent plutôt on emploie l'expression, pas forcément un saint, mais d'un cadre civil et ou religieux. Hein, c'est-à-dire un organisateur, quelqu'un qui à un moment donné s'est retrouvé à la tête de cette paroisse-là lorsque elle a été dénommée. Alors, pas forcément lorsqu'elle a été créée dans ses limites, hein, au point de vue géographique, physique du terme, mais lorsqu'elle a été dénommée. Donc, je rappelle, un 5e siècle à peu près. Donc, il y a eu un personnage qui s'est appelé Guinière. Peut-être que c'est un personnage religieux, peut-être que c'est un personnage civil. On n'a jamais de preuve absolue. Alors, ceci dit, on a recherché une liaison, un lien avec un saint irlandais qui s'appelle Fingar. Alors ça, c'est l'hypothèse qu'on trouve le plus. Hein. Peut-être, mais il n'y a pas de preuve absolue non plus. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que le mot Guinière pourrait s'écrire d'une autre façon. Si on considère que Guinière correspond à Fingar, dans ce cas-là, on peut peut-être dire que la première partie du nom irlandais, donc Finn, hein, F-I-N, pourrait correspondre à la première partie du nom breton Gwyn. C'est l'ancienne prononciation du mot Gwen qui veut dire blanc. Alors, qui veut dire aussi blanc, béni, sacré. Alors, c'est une possibilité. Et Gar, la deuxième partie, pourrait éventuellement donner hier en breton. Mais il n'y a pas de preuve absolue. Alors, c'est assez bizarre. Mais bon, c'était la première hypothèse. Et il y a une autre possibilité, c'est que ça ressemblerait à un nom qu'on trouve en Cornouailles britannique. Donc ce nom-ci, Guinière. Et là, bon, ça paraît plus probable, parce que le mot Guinière, c'est du breton, c'est-à-dire celtique britannique, et le mot Guinière qu'on trouve en Cornouailles, c'est du celtique britannique aussi. Donc il y a plus de chances quand même que ça corresponde à ça. Mais pas de certitude. Hein. Pas de certitude. Voilà. Alors, je vais malheureusement souvent employer cette expression, hein, pas de certitude. Hein. Voilà. Ah, Landévent. Donc, un nom en Lande, c'est-à-dire, anciennement, donc, là où il y avait un enclos sacré, une église, qui ne faisait pas forcément partie, à l'origine en tout cas, hein, d'une plouée. Hein, pas forcément. Alors là, il se trouve, en l'occurrence, elle a fait partie d'une plouée, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on prend Languidic, par exemple, Languidic est resté donc une paroisse qui n'a jamais fait partie d'une plouée. Hein, voilà, donc on peut avoir les deux cas de figure. Alors, Landivante en breton. Alors là, on est à peu près sûr, donc un land, donc enclos sacré, église, peut-être ermitage, hein. Monastère trouvant non, on le saurait, on verrait des traces archéologiques, puis il y aurait des traces dans les archives. Plus un prénom. Alors le prénom, ce serait apparemment Tegvant. Voilà, ancien prénom. Alors c'est plus tellement porté actuellement, hein, comme prénom. Tegvant. Alors, donc on peut analyser les prénoms aussi. Alors, les prénoms bretons, ces anciens prénoms qui datent du Moyen-Âge, sont très souvent des prénoms composés. Composés de deux éléments. Hein. C'est ce qui arrive le plus souvent. Donc l'élément Teg et l'élément... Alors, là c'est écrit Vant, mais en fait c'est l'élément Mant. Donc c'est deux mots accolés l'un à l'autre. Et en liaison, ça donne Tegvant. Alors, Teg, c'est un mot qui est utilisé encore un petit peu en breton, mais dans l'expression, c'est un petit mot qui veut dire beau, joli. Hein, Teg, Tegen, Dekenablah. C'est une expression, mais ça ne se dit pas partout. Hein. Teg, voilà, c'est pas très connu. Hein. Mais c'est remplacé par bras ou bien kont, ou bien d'autres mots comme ça. Hein. Et mant, c'est un ancien mot qu'on trouve dans men, par exemple, qui veut dire vouloir. Mant, c'est la volonté, la pensée. Voilà. Alors, il ne faut pas chercher à traduire les deux éléments du prénom. Ce sont deux éléments accolés l'un à l'autre. C'est comme si on dit, en français, c'est comme si on disait Jean-Louis. Hein, voilà, c'est deux mots mis l'un à côté de l'autre. Et là, pour Tegvant, c'est pareil. Deux noms mis l'un à côté de l'autre, hein, pour former un prénom composé. Voilà. Alors, Tegvant, donc, c'est un prénom qui existe. Alors là, l'explication,
pratiquement certaine. Ou si c'est pas Tegvan, c'est Tegvan. Donc, mais on reste proche quand même de l'hypothèse d'un ancien prénom. Alors, Landaulle. Landaulle. Donc, hop. Bah, on ne sait pas. Alors, un préfixé en langue, oui. Alors, un nom. Taul ou Daul, on ne sait pas, on n'a aucune idée. Alors, il y en a qui ont proposé que ce serait suivi du mot Dole, qui désigne une partie basse auprès d'une rivière, ou un méandre dans une rivière. Alors déjà, ce serait quel méandre par rapport à l'ensemble de Landaulle. Une partie basse, bon, c'est vrai que c'est en bord de mer, c'est plutôt bas, mais le problème, c'est que Landaulle s'écrivait en 1387 A-U-L. Or, le mot Dole, à cette époque-là, s'écrivait D-O-L. Donc ça ne peut pas être ça. C'est-à-dire que si on écrit D-A-U-L à cette époque-là, ça veut dire qu'on prononce bien Landaulle, hein, avec une diphtongue. Donc ça ne peut pas être l'explication par Dole. Alors, autre explication, ce sera le nom Tello. Alors ça, je crois que ça vient de Wikipédia, mais je n'en suis pas sûr. Mais bon, là, c'est impossible aussi. Tellau, hein, on dirait Tellau ne peut pas se réduire à Daul ou Taul, quoi. Hein. Ça, c'est impossible. Phonétiquement, c'est impossible. Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Hein. Il restera beaucoup de points d'interrogation. Mais tout ça pour montrer qu'en fait, c'est très délicat. Il faut vraiment trouver des formes écrites les plus anciennes possibles, hein, pour affirmer quoi que ce soit. Alors, Plumergat, on prononce en breton Pluergat, hein, c'est ça la prononciation en breton. Alors j'ai mis le V entre parenthèses parce que, en fait, voilà, après le mot plou, normalement son M ne se maintient pas, il devient V. Hein, alors ça c'est bon. Je ne vais pas expliquer ça en détail, c'est ce qu'on appelle le phénomène de liaison entre mots, ce phénomène de mutation. Donc un M après plou devient V. Et très souvent, même le V finit par devenir complètement muet. Donc c'est pour ça qu'on entend Pleurgat. Hein, voilà comment on le prononce en breton à l'heure actuelle. Alors, explication, donc les formes anciennes. La plus ancienne, 1045, Plomorgat. Voilà, donc suivi de Morgat. Un prénom. Alors attention, Morgat, là, ce ne sont pas les sèches. Là, c'est vraiment un prénom. Donc, ça veut dire quoi? C'est le mot Maure. Alors, le mot Maure, tel qu'on l'écrivait à cette époque-là, c'est ce qui a donné en breton actuel le mot meur, hein, qui veut dire grand, en fait. Et puis, est suivi. Donc, alors c'est suivi, c'est pas suivi du mot gat, mais suivi du mot cat. Mais comme il y a le phénomène de liaison entre mots, donc le cat devient gat, ça donne donc morgat. Alors, et cat, c'est un ancien mot, c'est un mot un peu utilisé encore actuellement quand même, qui veut dire le combat. Voilà. Le cat, combat, voilà. Cat, le combat. Oui, le combat. Alors qu'on trouve dans des noms de famille, un nom très connu qui contient, voilà, alors Cadoudal par exemple, Cadio, hein, on a le même mot, cat, c'est la même racine. Cat, c'est un ancien mot qui désigne le combat. Donc ce type de mot était très très utilisé pour former les prénoms au Moyen-Âge. Ce sont des prénoms qui avaient tendance à montrer les valeurs de quelqu'un. Donc forcément, on donnait des prénoms, des noms, des composés dans ces prénoms toujours très positifs, très laudatifs. Hein, on essaie de faire au maximum de façon à ce que les qualités exprimées par le prénom se retrouvent dans la personne. Hein, c'était ça le principe. Hein. Donc meur, gat, le grand combat, le grand combattant. Voilà. Donc vous voyez, donc ça, rien ne prouve que c'était un saint. Hein. Donc c'est peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un cadre civil ou bien religieux. Mais bon, les personnages saints pouvaient porter ce type de nom aussi. Hein. Voilà. Donc Pleurgat, donc ça c'est, voilà, relativement facile à expliquer. Alors les noms suivis de plou en général sont relativement faciles à expliquer parce que très souvent ils sont suivis d'un prénom, hein, tout simplement. Pleuneret. Ah, celui-là est un petit peu moins évident. Donc en breton, pleuneret. Hein, c'est de cette façon qu'on le prononce. Alors j'ai réécrit le nom en breton. Donc à gauche c'est la forme illustrative et puis du côté droit donc c'est
en breton en essayant de tenir compte de l'étymologie aussi. Hein. Alors, là je n'ai pas mis le but. Alors, donc ce serait un prénom là aussi. Donc Chloé, toujours pareil. Et puis, Eneret. Voilà ce qu'on aurait comme prénom. Et apparemment, alors ça, l'explication, il y a différents bouquins qui donnent cette explication-là. Ce serait peut-être, ça viendrait peut-être de Enworet, un ancien prénom. Donc En, ce sera un préfixe. Bon, un préfixe, comment dirais-je, valorisant, apparemment. Et Woret, c'est un ancien mot breton. Alors, on le trouve dans beaucoup de noms de famille. Si je vous dis, par exemple, Cadoret. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez le nom de famille. Dans Cadoret, on a également ce mot Woret. Woret, qui est un ancien mot. Donc là, on fait de l'anthroponymie. Hein, d'accord ? On explique un nom de personne. Un ancien mot qui signifie la protection. Voilà, Woret. Alors, c'est ce mot-là qui a donné également le mot guaré, guareyain. Un mot pour dire également protégé. Donc, ce serait, voilà, l'explication. Donc, vous voyez que Eneret, hein, Eneret, dans le nom de la commune, provient donc de Enmoret, qui lui-même a donné Enoret, puis ensuite Eneret. Alors, Sainte-Anne-d'Auray. Bon, Kerana. Voilà, rien de. Alors, qui apparemment s'appelait déjà Kerana avant qu'on y découvre la statue. Ça portait apparemment déjà ce nom-là, hein, apparemment. C'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. C'est ce qu'on dit, oui. Ouais. Bon, je ne sais pas s'il y a des preuves formelles de ça, mais en tout cas, c'est un lieu qui est devenu très connu par la suite. Alors, normalement, le lieu s'appelle Keranna, mais lorsqu'on parle du pèlerinage, hein, lorsqu'on parle de Sainte-Anne, le personnage, donc on entend plutôt Sant'Esana Duenet. Hein, voilà, c'est l'expression qu'on emploie. Normalement, Sant'Esana Duenet, normalement, ne sert pas à désigner le lieu, normalement. Hein, même si parfois on peut trouver cette erreur-là. Alors en français, c'est Sainte-Anne-d'Auray, mais bon, normalement, en breton, c'est Keranna. Hein. Bon, rien de particulier. Donc Brech, qui est encore une très grande commune. Je regarde l'heure. Hein. Donc Brech, alors en breton, qu'on prononce Brech. Hein, c'est la prononciation en breton. Brech. Alors, donc voilà, les formes écrites les plus anciennes. Donc Brech, alors, c'est un prénom. Et le diminutif de ce prénom, c'est un prénom assez connu, Breham. Alors, qu'on retrouve dans des noms de communes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Bréhan-Loudéac, par exemple. Voilà, c'est une commune, donc, centre-Bretagne. Donc, Bréhan, c'est un diminutif par rapport à Brech. Voilà, ancien prénom. Hein, alors, j'ai vu, parmi les explications, j'ai vu Brech, mais c'est le bras, Brech. On ne prononce pas de la même façon. Alors, certains disent que Brech, ou Brech, ça s'appelle de cette façon parce que le bourg est situé près d'un bras d'une rivière. Bah non, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on ne prononce pas ces mots de la même façon. Il y a un qui se dit vraiment Brech, et l'autre, le bras, c'est Brech. Donc, il y a une petite nuance de prononciation quand même. Et puis, bon, désigner un bourg paroissial par rapport au fait qu'il se situe dans un bras de rivière, bon, c'est assez rare quand même. Pour un village, oui, pourquoi pas, pour un village, un hameau, hein, pour un lieu-dit, pour un centre communal, enfin paroissial, c'est quand même plutôt rare. Mais en tout cas, la prononciation ne correspond pas, et l'explication avancée, et ça c'est, donc Erwan de Valéry, Albert Dehaye, sont d'accord sur ce point-là, c'est Brech, un ancien prénom. Donc très souvent, là on a une paroisse primitive, mais sans le préfixe plou devant. Alors, ça arrive très souvent aussi. Donc on a beaucoup de paroisses, d'anciennes paroisses primitives commençant par plou ou pleu, mais parfois aussi le prénom seul. Alors, Auray, donc la partie ouest faisait partie d'une ancienne paroisse, Brech, et l'autre, la partie est, de Brech, et la partie ouest de Pleuneret. Hein. Donc comme beaucoup de villes construites autour d'un château, d'un point fort, en fait on a pris à droite et à gauche de façon à former une nouvelle paroisse, une commune. Alors, c'est exactement le cas d'Hennebont. Hein, Hennebont a été constitué de cette façon à partir de
Carignac, langue yédique d'un côté, et puis de Caudan de l'autre. Donc de cette façon, on a créé la ville d'Hennebont. Et pour Auray, c'est passé la même chose. A été créée la ville d'Auray en réunissant donc deux territoires. Donc du côté rive gauche de Locq, c'est donc Saint-Goustan. Et puis bon, le reste a été pris donc sur la commune donc de Brec. Alors, Alré. Point d'interrogation. Alors, peut-être qu'il y aurait un lien avec la commune qui s'appelle Ploaré, donc près de Douarnenez. Parce que Ploaré, à un moment donné, c'est appelé, donc un nom en plou, là aussi, c'est appelé Ploerlé. Alors, il a pu très bien y avoir échange entre le R et le L, ça arrive souvent. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que Alré, les plus anciennes formes écrites portent AE. C'est systématique. Donc ça veut dire qu'il y avait une diphtongue. Alors, on prononce actuellement en breton Alré, mais je n'ai pas l'impression... Enfin, il me semble que personne ne dit Alri. Alors, je n'ai jamais entendu Alri, toujours Alré. Le fait qu'on ne prononce pas Alri ici en breton de la côte, breton donc Narvor, ça prouve que la voyelle d'origine n'était pas un E, mais un AE. Voilà. Donc le fait de dire Alré, ça prouve que c'était AE, et donc effectivement c'est confirmé par les formes écrites anciennes. AE. Alors ça peut être AE, AI, AY. En fait, ces différentes variantes orthographiques servaient à noter la diphtongue, AE, quoi, tout simplement. Donc Alré actuellement en breton. Alors, on ne sait pas. Alors, j'ai vu une explication. Certains ont proposé une explication par une expression en latin qui aurait été aula regi, ce qui veut dire la cour du roi. Voilà. Mais le problème, c'est que si c'était vrai, actuellement en breton, on ne prononcerait pas Alré. On le dirait d'une autre façon. Et puis, à l'époque où cette explication était proposée, on disait déjà Alré. Aula, donc effectivement, c'est un ancien mot latin qui désigne une cour, mais si ça avait été un nom breton, c'est les qu'on aurait dit. Et puis, rei, il n'y a aucune raison d'avoir un nom en latin dans un nom de lieu qui paraît, quand même très, très ancien. Donc, d'un point de vue historique, puis d'un point de vue phonétique, l'explication par le latin ne colle pas. Alors, très souvent, on a essayé de donner des explications par le latin à certains noms de lieux en Bretagne, même en Bretagne, c'est-à-dire où des noms de lieux étaient plutôt quand même créés en breton. Vous avez par exemple Grand Champ. Alors, Grand Champ, il y en a de Grand Champ, là, je crois. Voilà, et Grand Champ, donc Grand Champ, comme si c'était un grand champ, en fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment un mot latin, ça n'a rien à voir avec un champ qui serait plus grand que d'autres, strictement. Mais en latin, ça avait été rendu par grande douce campus, quoi. Comme si c'était un mot latin. Et en fait, c'est vraiment un mot breton très très ancien. Mais donc ça, on parlait tout à l'heure je parlais de francisation abusive. Il y a aussi eu des latinisations abusives aussi. Voilà. Donc voilà, pour Auray, voilà, c'est encore un peu le point d'interrogation. Alors, Pleumel, donc en breton, qui se prononce pluire. Ça, c'est la prononciation locale. Alors là, l'orthographe ne reflète pas forcément la prononciation locale. J'ai écrit avec des E. Alors j'ai écrit avec deux E, un plein, et vir, qui se prononce plévir, parce qu'il est notoire ici, dans la région, dans le pays d'Auray, ce qui est E étymologique se prononce très souvent I ici. Donc plévir, ça correspond de toute façon à une prononciation de quelque chose qui s'écrirait avec des E. Alors, explication. Encore une paroisse primitive, avec pleu ou plou devant, et ce serait apparemment suivi... Alors, il y a avant, l'explication, ça viendrait de mère, une déformation du mot mari. Mais en fait, si c'était le cas, on ne dirait pas pluire, on dirait quelque chose comme pleuver, plaire même, mais pas pluire comme on le prononce. Donc, le fait qu'on ait le son plévir, I, nasal,
En fait, ça montre qu'il y avait un M auparavant au milieu du mot. Et en fait, si on décompose, on peut considérer que c'est plo plus emel. Donc ça correspond à une prononciation actuelle, c'est-à-dire que pleu et mel, si on suit les lois de la phonétique du breton, c'est cohérent pour que ça donne pluire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mot? Le M entre deux voyelles est devenu N tilde V, et puis vous voyez qu'il y a deux L dans le mot. Et là, il y a un phénomène qui se déroule, qu'on remarque très souvent dans des noms où il y a deux L ou bien deux R, c'est que un des deux L se transforme en R, ou l'inverse. Lorsqu'on a deux R, un des deux R se transforme en L. Donc, l'explication par Emel est cohérente par rapport à la prononciation actuelle. Mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, donc Emel, Invel, Inver, ça c'est cohérent. Alors, à noter que donc ce que les linguistes ont pu remarquer, c'est que pas très loin, on a brek, donc, et un diminutif possible de brek, enfin brer, c'est brehan. Et on a retrouvé parmi les personnages historiques qui ont existé au Pays de Galles, on a retrouvé un certain brehan qui avait quelqu'un dans sa famille qui s'appelait Envel, justement. Envel. Donc là, on retrouve Envel ici. Donc il a pu y avoir en fait des répartitions des cadres religieux, civils dans les Ploués auparavant, en fonction de liens familiaux. Donc là, ce serait, disons, une explication, une hypothèse qui serait intéressante à creuser. Alors il n'y a pas de preuve, mais parce que, il n'y a pas de preuve tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de sources écrites anciennes parlant de personnages historiques, tout simplement. Donc on peut se fier qu'à l'évolution des noms, on ne peut se fier qu'à la phonétique. Alors je continue. Loqual Mendon. Voilà. Donc alors on devrait plutôt l'appeler Mendon Loqual. La grande partie de la commune, c'est Mendon, à laquelle a été rattachée une île, Loqual. Alors Loqual qui auparavant faisait partie de Sainte-Hélène, donc qui a été rattachée de ce côté-ci. Alors là il y a plein de noms, parce comme on parlait de Loqual auparavant en tant qu'île rattachée à Sainte-Hélène, on employait les expressions Loqual aurait, Loqual Enbon, et puis donc Mendon, d'autre part. Alors, donc Mendon, on ne sait pas trop, un nom d'homme. Alors, pas facile à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire don? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Et le mot men que devant Mendon peut vouloir dire plusieurs choses aussi. Alors men, ça peut être pourquoi pas Pierre. Pourquoi pas? On n'a pas Pierre, donc M-A-E-N. Mais il se trouve qu'il existe un autre homonyme en breton, men, M-A-E-N, qui veut dire grand. Comme dans... Alors, il y a beaucoup de noms comme ça. Mingui, par exemple. Mingui. En fait, Mingui, c'est pas pierre, et puis le mot chien derrière. Men, c'est un ancien mot qui signifie grand. Alors, qu'on retrouve en comment dirais-je, en français, Magne, Charlemagne, par exemple. Ou bien qu'on retrouve en anglais, Maine. Voilà, donc important, principal, grand. Voilà. Alors ça, c'est une explication possible. Et pour le qual, en fait, c'est l'oc, donc un lieu dit, consacré. Alors là, c'est un saint, avec un nom en loc, c'est un saint. On est pratiquement certain que c'est un personnage religieux. Et c'est un prénom composé là aussi, donc constitué de go-wal. Alors, c'est bien, il y a deux parties, c'est go et wal. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai écrit loqual de cette façon, pour bien montrer l'origine du prénom. Donc loqual. Alors des loqual, il y en a plusieurs aussi dans le pays d'Auray, il y en a d'autres. Il y en a Camor par exemple, il y a un autre loqual. Il y en a plusieurs autres aussi. Alors, je regarde l'heure. Bels. Alors Bels. Donc je vais essayer d'aller plus vite peut-être. Bels. Point d'interrogation encore. Alors, Bels, c'est un mot qu'on retrouve dans le nom du Pau Bels. Alors, on ne sait pas trop, on ne sait pas. Pour vraiment connaître ce mot, il faudrait vraiment remonter encore plus loin dans le temps. Et sans doute même qu'il faudrait remonter à l'époque gauloise, certainement. Alors, c'est pour ça que certains ont fait l'hypothèse que ce serait le même nom qu'on aurait dans la Beauce, la région de Plaine, pas loin de Paris. Un nom d'origine celtique, mais de l'époque gauloise. Donc un nom très 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 ancien.
Je continue. Hein. Allez. Est-elle? Voilà. Donc, la mention la plus ancienne, 1009, répertoriée par Erwan Valéry. Mais il y a une mention encore plus ancienne qui est Engtol. Plus ancienne encore, mais qui n'a pas été répertoriée ici. Alors, c'est composé par de Eng. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Eng, c'est un mot qui veut dire étroit. Et tel, il y a plusieurs explications possibles pour tel. Donc, un endroit étroit. Alors, ça correspond tout à fait à la géographie physique. On a vraiment un endroit étroit, la rivière des Tels, avant qu'elle se jette en mer. Alors, sa prononciation en breton, c'est bien un intel. Un intel. Alors, le premier E, il se prononce comme un I. Alors, normal, lorsqu'on a un E d'origine, devant une consonne, donc il va se prononcer I. Hein. Localement, ça c'est typique. Et tel, on dit pas til, mais on dit tel, parce qu'il est devant deux L. Alors, j'ai entendu deux variantes de prononciation pour ce mot, donc un intel et un intel. Hein. Les deux se disent. Et la forme ancienne, la forme écrite la plus ancienne, c'était un intol, avec un O. Donc, chaque fois, on a une voyelle, c'est soit une tol, un tel, à chaque fois, on a une voyelle, ce qu'on appelle ouverte. Personne ne dira jamais un intil, ça n'existe pas, ou un intul, ça ne se dit pas non plus, ça n'existe pas. Donc par rapport à l'origine de ce nom, on voit bien qu'on a une consonne ouverte ici. Donc les deux E ne se prononcent pas de la même façon. Alors sur les panneaux, il est écrit Intel, je crois, I-N-T-E-L, je crois. Hein. C'est comme ça qu'on écrit. Alors, c'est pas mal, mais avec deux L, ça serait plus conforme quand même. Ça aiderait à mieux prononcer et puis ce serait plus conforme à l'étymologie. Hein. Alors, Nardeven. Donc, alors, c'est comme les noms en art, les nombreux noms qui ont ce en art en Bretagne. Exemple, Narvor, Nargouet. Donc, Arvor, c'est le mot à mot, le long de la mer, Arvor, donc le littoral. Argouet, le long des bois, c'est-à-dire l'intérieur du pays. Et Ardeven, apparemment, ce serait le long de la dune. Alors, Tewen, c'est le mot actuellement encore utilisé en breton pour désigner la dune. Hein, donc ce mot existe encore. Hein. Il est employé. Alors je l'ai entendu, moi, prononcer Tawen, mais on peut le prononcer également en Tewen, je pense. Voilà. Donc rien de... voilà, donc c'est cohérent par rapport à la géographie linguistique, en tout cas. Hein. C'est une commune située en bordure de dune. Alors, il y a d'autres explications qui ont été proposées. Certains ont proposé un nom de personne, un nom d'homme aussi. Peut-être. Mais bon, là, il faut toujours prendre ça avec des pincettes. Hein. Alors, donc, Plarnel. Hein, en breton, actuellement, on prononce Plarnel. Donc, on ne dit pas Plarnil. Ça n'existe pas. C'est bien Plarnel. Donc, si on dit Plarnel, ça veut dire qu'à l'origine, on avait AE, hein, étymologiquement parlant. Alors, c'est quoi? En fait, c'est toujours pareil, un nom donc de personne, donc organisateur de paroisse, civil, religieux, on ne sait pas. Après, le préfixe pleu ou plou. Alors, le prénom, c'est un ancien prénom, Arneil. Voilà. Alors, donc, je ne décompose pas, je ne donne pas la signification des prénoms systématiquement. En fait, il faut le prendre comme tel. Hein, c'est un prénom. Voilà. Arneil. Ça peut donner des idées hein, pour donner des prénoms, hein, si vous voulez. Après, vous cherchez ce que ça veut dire. Mais sauf s'il y a la discussion, si vous avez des questions après, moi je dirais. Hein. Allez, Karnak. Karnak, donc, alors là, mot hyper connu, le mot carne, qui désigne un tas de pierres, un amoncellement de pierres. Bon, je crois qu'il n'y a pas plus descriptif hein, que ce mot-là. Hein. Karnak, donc le suffixe ak pour indiquer que l'endroit où il y a des amoncellements de pierres. Donc, tout ce qui est tumulus, tout ce qui est cairn, et puis tous les menhirs qu'on peut trouver à Karnak. Hein. Donc, apparemment, un nom très ancien. Qu'est-ce qui montre que ce nom est ancien? Déjà, il est descriptif. Il décrit le fait qu'il y ait tous ces monuments mégalithiques et le fait qu'ils finissent en ak. Alors, ce n'est pas un nom qui finit en ek, hein, comme on est habitué à le voir souvent en Bretagne, mais en ak. Ce qui signifie que ce nom date de l'époque donc, où on parlait celtique, déjà, en Bretagne, depuis très très longtemps, mais où on parlait donc du celtique gaulois.
Hein. Puis après, bon, c'est devenu petit à petit du celtique breton, si vous voulez. Mais la finale ac a été conservée dans ce nom parce que c'était certainement un nom très connu qui devait être largement connu en dehors de Karnak, hein, pour justement pour ces monuments, pour les monuments mégalithiques qu'on trouve. Et donc, ce mot, Karnak, n'a pas suivi l'évolution à laquelle on s'attendrait en breton. C'est-à-dire que ac est resté ac. Et n'a pas évolué en euk et n'a pas évolué en ek non plus. Voilà. Alors, dans certains cas, on prononce encore euk, hein, pour d'anciens mots qui étaient qu'on prononce ek en breton. Dans certains coins en Bretagne, on prononce encore euk. Et euk, c'est une prononciation plus ancienne que ek, mais euk dérive d'une ancienne prononciation ak. Et là, vous voyez, on a la plus ancienne prononciation. Voilà. Alors, la Trinité-sur-Mer. Donc, j'ai jusqu'à quelle heure, là? Bon, allez, je fais vite. La Trinité-sur-Mer, bon, rien de particulier, une chapelle dédiée à la Trinité. Hein. Bon, rien de... Drinnet, hein, en breton, et Karnak pour indiquer que ça a été démembré de l'ancienne commune de Karnak. Voilà. Alors Saint-Pierre-Quiberon, ça y est. Alors je passe du nord au sud, hein, je fais tout le pays d'Auray, on va s'arrêter donc à Belle-Île tout à l'heure. Donc Saint-Pierre-Quiberon, alors Saint-Pierre, Tiberin, donc Saint-Pierre, il y avait une chapelle dédiée à Saint-Pierre, donc Quiberon, ça a été séparé de Quiberon, prononciation breton actuellement, alors Tiberin, hein, voilà ce que j'ai pu entendre, il y a peut-être des variantes, hein, mais celle que j'ai entendue, moi c'est Tiberin. Explication, aucune. Voilà, alors là, c'est le vide total. Hein. Ce qu'on sait, voilà, c'est que ça s'écrivait Kieperuen à un moment donné. Alors là, c'est pareil, on dit pas, je pense pas qu'on dise Tiberin, j'ai jamais entendu ça, c'est bien Tiberin. Et là, on a encore un son E, alors qu'on est en pays vantais maritime. Donc le fait qu'on entende E prouve que on n'a pas un E d'origine. Alors qu'est-ce qu'on avait à l'origine? En fait, on avait OE, c'est-à-dire quelque chose qui se prononçait oué, et qui s'est réduit à E en breton. Alors ce qui est marrant, c'est que cet ancien oué, en français, est devenu O, enfin, est devenu on, c'est-à-dire qu'on avait une ancienne diphtongue au début, et puis, je ne sais pas pour quelle raison, le mot a pris plutôt la voyelle O en français, Quiberon, mais a pris la voyelle E en breton, Tiberin, voilà. C'est tout ce qu'on peut constater, mais il n'y a absolument aucune explication. Personne n'a trouvé d'explication à l'heure actuelle. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, on n'en a pas trouvé. Alors, Crac, donc ancienne paroisse de Caire. Alors, Crac, j'ai dit tout à l'heure, peut-être que ça viendrait du mot Craire, mais alors, peut-être seulement, parce que la forme écrite la plus ancienne, c'est Cras, c'est R-A-Z. Donc, voilà, il n'y a pas... Là, on ne voit pas. Alors, si cras est une erreur d'orthographe, peut-être que le kra, le son ha, est d'origine, peut-être ça viendrait de craire, mais absolument aucune preuve. Ça semble être là aussi un ancien nom de paroisse, peut-être avec un nom d'homme, là aussi, peut-être. Hein, mais on ne sait pas. Saint-Philibert, bon, alors je ne vais pas épiloguer, Saint-Philibert, donc ancien démembrement d'à côté de Locmariacaire, hein. Donc c'était une chapelle. Alors, à l'origine, en fait, donc cette partie de Locmariacaire s'appelle l'Angle. Alors, le nom a changé, et lorsque la commune a été créée, on l'a appelé Saint-Philibert, donc traduction de Loc-Philibert. Donc, Loc-Philibert, c'était un des villages de l'Angle. Donc, l'Angle, un quartier dans Locmariacaire, et plutôt que d'appeler cette nouvelle commune l'Angle, en fait, on a choisi un des noms des villages. Il y avait, je crois, une vingtaine de villages dans ce quartier de l'Angle. Et c'est ce nom-là qui a été choisi. Et traduit en français en plus. Donc, ce n'est pas Loc-Philibert, mais Saint-Philibert. Voilà. Alors, Locmaria-Caire. Voilà, Locmaria. Donc, Locmaria, je l'ai parlé. Donc, lieu dit consacré à Marie. Et Caire, c'est quoi? Caire, en fait, c'est l'ancien nom de cette paroisse qui comprenait donc Saint-Philibert, Locmaria-Caire, puis Crac. Tout ça, c'était l'ancienne paroisse primitive de Caire. Alors, Caire veut dire un château. L'ancien mot pour dire château. C'est le sens qu'il a encore en gallois. Hein, quand on dit Caire en gallois, on parle d'un château. Alors, et puis une preuve qui semble, disons, assez pertinente, et puis
qu'on peut retenir, je pense, c'est qu'il existe un lieu qui s'appelle Plessis-Caire. Alors Plessis est un ancien mot français pour désigner justement un endroit où on avait un château. Hein, un ancien mot français, alors qui n'est plus utilisé, c'est un mot typique du Moyen-Âge. La traduction de Plessis en breton, alors je ne sais pas si vous la connaissez, voilà, Kenkis, voilà, hein, Kenkis. Alors j'explique juste ça. Plessis, c'est un rapport avec des plesses, c'est-à-dire des arbustes, comment dirais-je, tressés. C'est-à-dire qu'on a entrelacé les branches pour faire une espèce de clôture, hein, en bois entrelacé. Et kenkis en breton, ça vient du même mot. Kenk, c'est un ancien mot qui désigne des branches aussi. Donc des branches qui ont été également tressées. Donc kenkis, hein, donc une clôture faite en bois tressé, et puis plessis, la même chose en français. Donc c'est des types d'ouvrages défensifs typiques du Moyen-Âge. Hein. Voilà. Alors des plessis, il y en a beaucoup, et des kenkis aussi, il y en a beaucoup. Hein. Ça correspond souvent à une mode féodale. Alors, Watt. Bon, on va arrêter de comparer l'île à un canard. Hein. Bon, ça n'a apparemment rien à voir. Le plus ancien nom qu'on ait retrouvé, qui date d'il y a plus de 2000 ans, c'est Siata. Voilà, Siata, c'est le plus ancien nom. Alors, l'évolution est la suivante. Siata, le S donne un H. Donc on avait à un moment donné Yata, c'est devenu Oyat, et ensuite Owat. Voilà l'évolution phonétique. Alors c'est un nom, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est un nom tellement ancien, de toute façon, qu'il est certainement très difficile de donner une signification à ce nom. C'est un nom qui date déjà de l'époque gauloise. Alors pourquoi il est de l'époque gauloise et pourquoi est-ce qu'il a été conservé en breton? Parce que ce sont des points de repère pour les navigateurs. Et souvent, les points de repère ont souvent des noms connus donc en dehors du pays où ils se trouvent. Je ne sais pas si vous savez, mais il existe un nom en anglais pour Ouessant. Ouais, quelqu'un l'a entendu peut-être, ouais. Ushend, voilà. Et pourtant, on ne parle pas anglais, ça c'est clair. Mais comme c'est un point de repère très important, souvent ces noms donc, anciens ont pu subsister. Hein. Alors, Édic, donc c'est bien Édic. Normalement, on ne dit pas Ouédic, hein. Édic. Voilà, Édic. Alors, la forme écrite la plus ancienne qu'on a retrouvée, peut-être corrigée de... là c'est pareil, ça date de la même époque que Siata, c'est Attica. Attica. Hein. Attica, donc ça donne Édic. Hein, l'évolution est normale. Voilà. Allez, plus qu'une île, et on a presque fini. Donc, Belle-Île. Alors, le nom le plus ancien qui a été retrouvé date de la même époque que Siata, Attica. Alors, le nom le plus ancien, c'est Vindili. Voilà, Vindili. Alors, c'est assez bizarre comme nom, et il se trouve que ce Vindili, alors qu'on trouve sur la variante Windili, sans N, pardon, Widili, ça a donné le mot breton, l'ancien nom en breton de Belle-Île. C'était, alors vous voyez, Guézel. Hein, ça, c'est l'ancien nom en breton de Belle-Île. Donc, Huidil, tel qu'il devait se dire en breton, is c'est la terminaison, ça donne régulièrement Guézel. Donc, qui se prononce Guél. Alors, c'est un mot qui veut dire, qui apparemment voulait déjà dire beau. Déjà. Donc, Belle-Île est considérée comme belle depuis apparemment très très longtemps. Alors, ce Guél-là, donc bien c'est rare, il se trouve qu'on le trouve dans un nom de village près entre Kirvignac et Loviquelic. Alors, je ne sais pas si ceux qui sont de ce coin-là, Sterville, je ne sais pas si vous dites quelque chose. Sterville, en fait, c'est Ster, huile, et c'est le mot guile. Et quand on voit écrit Sterville tel qu'il était écrit auparavant, on voit qu'il était écrit W ou V, E, Z, E, L aussi. Donc, apparemment, quelque chose qui a été porté également comme prénom aussi. Donc, c'est un mot, un adjectif qui apparemment voudrait dire beau. Voilà. Et la traduction, Belle-Île. Alors, en breton, le nom a changé, il a évolué. Apparemment, depuis qu'a été construit le fort Vauban, donc, et depuis que ce lieu où se trouve le fort Vauban a été dénommé Palais
mais c'est pas une traduction, là c'est une approximation, eh ben c'est devenu Gerveur en breton, c'est-à-dire la grande ville. Hein, donc c'est pour se rapprocher en fait de la notion de palais certainement. En tout cas en breton actuellement on dit Gerveur, on dit également Gerveur, sans l'article. Alors le fait qu'on dise Gerveur sans l'article, il y a peut-être un jeu de mots avec autre chose, une expression qui pourrait être Gelmur, qui veut dire une vue grandiose, c'est-à-dire un panorama. Et on rejoint encore là l'idée de belle île, quoi, de bel aspect. Hein. En fait, il y a toute une suite de jeux de mots, de francisation, de bretonisation, etc. Là, donc, l'histoire n'est pas très claire. Alors, j'ai presque fini. Il n'y a plus que 4 communes, les 4 communes de Belle-Île, donc Sauzon. Alors, tout le monde a compris, Sauzon? Non, c'est les Anglais. Voilà. Sauzon, c'est un terme qui apparemment veut dire les Anglais. Alors, il se trouve qu'effectivement, il y a eu une installation d'Anglais, donc... comme c'est une route maritime, une route de passage, donc bah, très souvent ça attirait les navigateurs, comment dirais-je, pacifiques ou belliqueux, hein, les deux. Hein. Donc Sauzon, voilà, c'est l'explication qu'on donne le plus souvent. Donc Saxon. Alors, il y a des communes qui s'appellent, qui portent l'équivalent de Saxon en Bretagne. Vous avez par exemple Cesson, près de Saint-Brieuc. Alors, il y a c'est pas une commune, je crois que c'est un quartier dans Saint-Brieuc, me semble, ou une commune, Cesson. Et en fait, c'est la même origine. Hein. Et quand on voit comment il s'écrivait auparavant, en fait, c'est le même mot. Ce sont les Saxons. Voilà, palais. Alors, palais, donc palais, yes, c'est une invention. Hein. En fait, c'est un mot breton qui, alors, on ne sait pas trop, palais, la forme plus ancienne, 1579. Donc, le nom de la commune n'a rien à voir avec un palais. Donc, voilà, vous voyez là, des formes plus anciennes encore Paloé Villa, Ballet, Palais, Palais avec 2 L. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Un nom, peut-être un nom de personne, ou alors peut-être c'est une déformation de Porlet. Peut-être. Parce qu'à Belle-Île, des personnes qui ont fait des enquêtes linguistiques ont cru entendre la prononciation Porlet, mais sans certitude. Et il se trouve qu'il y a un port qui s'appelle Porlet aussi à Groix, hein, sur l'île de Groix. Il y a Portudie, puis on a également Porlet. Donc peut-être y aurait-il la même explication. Bangor, donc au sud de Belle-Île. Alors Bangor, comme au Pays de Galles, il y a des lieux qui s'appellent Bangor, au Pays de Galles. Alors il y a plusieurs explications qui ont été données pour ce Bangor. Certains, alors si on décompose le mot, certains ont cru y voir donc un enclos monastique peut-être. Hein. On ne sait pas trop en fait, parce que comme apparemment c'est un mot composé de 2 composés, et comme il y a beaucoup d'homonymes pour le mot bande, beaucoup d'homonymes pour le mot corps, donc on ne sait pas trop en fait ce que ça veut dire. Mais il semblerait que ce soit le même mot que Bangor au Pays de Galles. Voilà, c'est tout ce qu'on peut affirmer. Et Logmaria, Logmaria, on en a parlé tout à l'heure, Logmaria, donc un lieu-dit consacré à Marie, donc la Vierge Marie. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de toutes les communes du Pays d'Auray. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop long. Bon, on a un peu patouillé au début, mais voilà, on s'est rattrapé, ça va. Si vous avez des questions, profitez-en maintenant. Et puis, alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il n'est pas possible de donner toutes les explications parce qu'on ne connaît pas tout simplement les explications, parce que les formes écrites ne sont pas suffisamment anciennes. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut retenir en onomastique. On ne peut pas tout expliquer parce que c'est vraiment très 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 ancien. Voilà. Donc, si vous avez... Voilà, tu viens Serge. On va se 2 ou 3, pas plus étant donné l'heure. Il y a un pot aussi pour ceux qui veulent rester, pour discuter, mais on n'est pas responsable des problèmes. Alors, pourquoi tant de variations au cours du temps? On voit que pour Auray, par exemple, je crois qu'on est passé par des noms un peu latinisés, un peu latins. Alors, souvent on voit des noms latinisés tout simplement parce que les noms en breton étaient intégrés dans des écrits en latin. Et donc souvent, alors des fois il y avait une tentative de traduction. Alors la traduction pouvait être exacte ou alors pouvait résulter
Un jeu de mots comme aula rei, par exemple. Là, c'est vraiment une tentative de traduction, mais bon, il se trouve qu'elle n'est pas bonne. Et puis, très souvent, pour latiniser les noms, en fait, on rajoutait une déclinaison derrière. Par exemple, un exemple, si je prends l'exemple de Kergonan. Alors, Kergonan, donc village très connu, il y en a beaucoup, c'est Kergonan. Dans les écrits en latin, il était écrit Villa Conani. Donc, villa, en latin, là, voulait dire une ferme, exploitation agricole. Donc, ça correspond à Caire, une ferme. Et puis, Conani, en fait, c'est la désignance latine, I, on dit que genitif, complément du nom. Donc, on a Conani. Donc là, le nom est traduit en latin ou latinisé, disons. Mais parce qu'il était intégré dans un texte en latin. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Assez tardivement, en fait. Ah oui, le latin a été utilisé assez tardivement, donc on peut trouver ce genre de traduction effectivement assez tardivement. Oui, oui. Exact. Oui. Patrick, oui, j'ai une question sur les articles qui apparaissent devant en alré ou en Intel qui apparaissent assez récents finalement. Alors, moi je crois que c'est des articles qui servent à faire une liaison simplement, je pense. Parce que bon, quand on construit une phrase, je pense qu'il est peut-être plus facile de prononcer le mot avec l'article. Je pense que ça vient de ça. Pour moi, c'est l'éducation. Alors, quand on dit Nardeven, l'article peut être d'origine, parce qu'on dit quand même Narvor, Nargouet, donc Nardeven, c'est. Avec l'article, c'est cohérent. Alré, par contre. Et on l'entend. On l'entend pas. Des fois, on le dit, des fois on l'entend, des fois on l'entend pas. On a eu, pour revenir là-dessus sur Alré, lorsque a été créé Tidor Alré, il y a donc 10 ans maintenant, on a eu affaire à quelques puristes qui sont de ce monde, qui nous ont dit « Mais c'est quoi ça? Pourquoi c'est pas droit en Alré ?» J'avais un peu répondu ce que tu dis en disant désolé, mais d'abord on trouve des écrits anciens avec droit Alré, et puis chacun sait bien que les articles définis ne sont pas intonnés, il n'y a pas d'accent tonique sur les articles. Sur les articles définis, le, la, les, il n'y en a pas, il n'y a pas d'article, il n'y a pas d'accent tonique dessus, et c'est beaucoup plus facile de dire Alré, Alré, plutôt que Alré, c'est un. Bon, là, moi je ne sais pas non plus, mais. Voilà, c'est peut-être une raison euphonique en fait. Ouais, simplement. Oui. La question des triggers par rapport à CRA, par exemple, Braille, tout ce qui a été mis en place avec le terme noir, l'époque noire, c'est devenu là ou quoi? Parce que si on enlève, on voit bien que si on enlève l'apostrophe, la prononciation n'est plus la même. C'est l'ordre d'écriture. Alors c'est une question d'orthographe, c'est-à-dire que je crois que c'est le Père Monnoir effectivement qui va intégrer l'apostrophe entre le CH pour distinguer visuellement le che, et donc phonétiquement. Alors après, ça n'a pas forcément été suivi dans l'administration, ça a été suivi dans les écrits en breton, dans les dictionnaires, etc. Alors, break actuellement et crack, je crois que dans la forme administrative, il n'y a pas d'apostrophe. On ne met pas forcément. Crack, si, il y a une décision. Il y a une décision. Break aussi. Et break, il me semble que break aussi. Donc, ce sont des choses récentes. Oui, c'est récent. 1989 pour moi. Voilà. Mais même sur l'écrit crack sans apostrophe, enfin, les gens du coin n'iraient jamais dire ni brèche ni crash. Voilà. Ça c'est. Ça va. Pour compléter ce que dit Serge, donc, bon, on a changé, là les communes ont pris la décision de changer parce qu'il y avait justement des gens qui disaient à crash ou à brèche. Et à brèche, bon, moi qui habitais Brec à l'époque, il y avait toujours ce truc-là, ils disaient où se trouve brèche? On disait pas que le pont. Si c'est Brec que vous cherchez, vous savez par là. Voilà. Et puis, alors, ça permettrait de. Et ça se prononce que, donc surtout pas ni brèche ni crash, surtout pas. Ouais. On prononce que. Alors parce que le son ha n'existe pas en français. Donc en français a été prise, en fait, le son le plus proche du ha breton, le son le plus proche du ha breton, ce n'est pas un R, mais c'est bien un crack. Voilà. C'est pour ça qu'en français on dit crack et break. Donc on ne confond pas, avant en tout cas on ne confondait jamais le R avec le son ha. Jamais. C'est impossible de les confondre. C'est très difficile pour des oreilles qui sont uniquement formées en français, parce qu'il n'a, je suis désolé, mais il n'arrive pas à faire la différence entre re, ra.
C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Voilà, ben, retenez donc crack et break, puis surtout retenez encore mieux crack break. Voilà. Donc leur prononciation de l'origine en breton, en fait. Je dis, bah, Voilà. regarde Serge, merci à ça de vous avoir expliqué des tas de trucs. Moi j'ai appris des tas de choses. Bon, ouais. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que bah, il a détruit à plusieurs reprises des choses qu'on trouve dans Wikipédia. Qui sont pris sur des trucs comme ça, qui faisaient bien, qui... Bon, il faut se méfier de ça, parce que c'est... Bah, voilà, Camor, Conomor, bah, c'est... Bon, je vous rappelle qu'Assemblée d'Or a changé de mélange. Il y a actuellement 30 secondes. Il y a une campagne, une décision importante pour les composants. Faire attention à ne pas partir n'importe où, qui pouvait très bien adapter tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait par l'Office public du breton. Et puis, bon, on leur a aussi adressé à toutes les mairies, il y a plus longtemps encore, le truc là par Internet. Et il y a eu donc un appel des administrateurs de Tignois-Aldray, il y a 2 mois, à tous les élus du Pays d'Auray, leur demandant de faire attention. Donc ça, vous voyez, vous trouvez ça sur le site de l'Office public. Hein. Et puis, ça continue, samedi, colloque, pensez-y. Vous trouverez un pot vers la sortie, vous trouverez aussi un chapeau, si ça vous dit de donner un coup de main pour